Ça fait 2 ans et demi que la Haute Autorité de Santé est censée plancher sur des nouvelles recommandations pour la prise en charge des personnes trans. Pourquoi? Pas parce que la HAS est devenue woke, mais parce que l'OMS a déclassifié la transidentité des maladies mentales. Du coup, il faut quand même se mettre à jour parce que tu ne traites pas pareil quelque chose qui est considéré comme une maladie mentale que quelque chose qui est considéré comme juste une identité de genre. Et du coup, ça fait 2 ans que la Haute Autorité de Santé doit plancher pour refaire en fait ces guidelines de prise en charge des personnes trans parce que les protocoles de soins datent des années 80 en fait. Genre c'est vraiment, ils ont pas bougé depuis les années 70-80 globalement. Les protocoles qui sont quoi? Qui sont dans des manuels? C'est de quoi que tu parles? Dans les préconisations d'État, c'est ça? Alors dans le fonctionnement avec l'assurance maladie et dans la règle de prise en charge dans les hôpitaux et auprès des médecins. Par exemple, typiquement, le truc de quand tu es trans et que tu vas consulter pour commencer les hormones par exemple, etc. Bah, les médecins ils ont des guidelines, ils ont des trucs en mode si jamais tu as un trans qui vient te voir, tu dois le renvoyer chez un tel ou le traiter de telle et telle façon. La transidentité, voilà qu'est-ce que c'est avec des explications totalement éculées, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut trouver des médecins compétents sur le sujet, sinon tu retrouves des médecins qui suivent ces guidelines-là, c'est ça? Exactement. Moi je sais que maintenant mon médecin traitant de Subutex à Caen, il a dans ses trucs de rendez-vous Doctolib, il a suivi traitement hormonal. Ah, c'est cool. Oui, mais il a toujours été woke. Bah justement, ça va totalement dans les recommandations. Parce qu'en fait, en gros, avant, je peux vous lire vite fait un petit peu le truc, mais la Haute Autorité de Santé a rendu sa copie et devait plancher sur donc l'évolution des trucs. Parce qu'en fait, avant, c'était vraiment n'importe quoi. Donc le consensus médical français le plus important depuis 79, il n'y avait pas eu de consensus médical depuis 79. Donc depuis 79, c'était les médecins qui s'autoproclamaient experts du transsexualisme qui décidaient dans leur coin qu'est-ce qu'il fallait en faire. Donc les centres d'affirmation de genre existent en France pour les adultes depuis 1979 avec la mise en place d'une équipe médicale hospitalière parisienne constituée d'un chirurgien, d'un psychiatre et d'un endocrinologue. Et en gros, c'est devenu un petit peu la base du truc. C'est-à-dire que maintenant, tu vas, pour un suivi de transidentité, notamment dans le public, tu dois avoir une équipe pluridisciplinaire comme ça, etc. Le protocole permet, d'après des critères de sélection drastiques, l'hormonothérapie et les chirurgies de réassignation sexuelle. Il sera recommandé en 89 par une lettre de l'assurance maladie, lettre réseau illégale car non publiée à l'époque, et donna lieu à une publication en 2001, le résumant et revenant sur les 20 années présentes de prise en charge. Parce qu'en gros, jusqu'ici, comment est-ce que les médecins prenaient en charge les personnes trans? Bah t'as 3 médecins en 79 qui se sont mis ensemble, qui se sont autoproclamés experts, et leur façon de faire a fait loi pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, jusqu'à ce que les gens ils disent « Ah ben comment on prend en charge les personnes trans? Ah ben tiens, on fait comme on fait depuis les années 80. » quoi. Globalement, ça n'a pas bougé. Quoi. Oui, il faut que j'invite Anna Balèche pour un gros cerveau, je suis totalement d'accord. Cette publication de 2001 permet de mettre en évidence que le rôle de la psychiatrie fut fondamental dans le triage des candidats transsexuels. Sur les 800 personnes demandeuses de soins d'affirmation de genre reçues en consultation, 75%. Wesh, au début, j'étais en mode, ils en ont accepté que 75%. Ah non, et non, en fait, c'est 75% qu'on sautait. Donc, qui n'étaient pas, comment ils appellent ça, des trucs de transsexuels primaires qui n'étaient pas des vrais transsexuels, quoi, globalement. Ouais. Et pourquoi? Et donc, vrai transsexuel, c'est qui pense depuis son enfance, obsédé par ça et prêt à faire le full-up, quoi. Alors, pas forcément ça. Tu n'es ni homo ni bisexuel dans le genre d'arrivée. Tu n'es surtout pas non-binaire. Tu ne veux pas être stérilisé. Ça veut dire que si tu transitionnes pour être lesbienne... Moi, j'aurais pas pu transitionner. Parce qu'il faudrait que tu transitionnes... En fait, il aurait fallu que je transitionne pour devenir un homme hétéro. C'était pour des homosexuels qui deviennent hétéros. C'est ça. Un peu comme en Iran, quoi. Un peu. Mais en gros, c'était l'idée que le but, c'est pas de créer des marginaux. Et donc, en fait, il faut... Les candidats au transsexualisme doivent être normaux et assimilés dans la société d'arrivée, etc. C'est Parcoursup. Bah, en vrai. Fallait pas être homo ou en bisexuel. Iran, pourquoi? Parce qu'en Iran, apparemment, ils préfèrent les trans aux gays. Alors oui. En gros, c'est que... Je vous jure que c'est vrai. En gros, en Iran, t'as une vieille fatwa qui parlait de la possibilité d'être né dans le mauvais corps, tu vois. Et en gros, ça fait que à partir de là, ça fait qu'en Iran, t'as une existence légale de la transidentité. Ça veut pas forcément dire que les personnes trans sont bien traitées, loin de là. Ce qui fait que tu peux avoir des soins d'affirmation de genre qui sont remboursés, etc. Alors bien évidemment, à condition d'être hétéro dans ton genre... Enfin, tous les standards que vous voyez là, être hétéro dans le genre d'arrivée, etc. Convertir les homosexuels à l'hétérosexualité, c'est ça le bail, non? Oui et non, parce que c'est pour les personnes trans, mais en effet, des homosexuels qui veulent échapper à la persécution peuvent demander à passer par ces parcours-là. Ça peut être une façon un petit peu de dealer avec ton homosexualité. C'est pas pour ça que ça se passe bien en vrai, les gens. Oui, non, c'est pas forcément pour ça que ça se passe bien. Comment ils font pour vérifier que si t'es gay ou pas? Alors, c'est du... Globalement, c'est de la dénonciation, du sur le fait, voilà quoi.
Du coup, donc faut pas être homo ou bisexuel dans le genre d'arrivée, faut pas être non-binaire, faut pas vouloir être stérilisé. Donc en gros, la question de la stérilisation, c'est l'obligation d'avoir une chirurgie génitale. À l'époque, c'était obligatoire. À l'époque, c'était obligatoire pour changer de sexe à l'état civil, mais pas forcé. Enfin, ça c'est fou quand même. Hein. Mais du coup, c'est obligatoire aussi. La dans le parcours de stérilisation forcée des trans, les gens, jusqu'en quelle année? Jusqu'en 2017. Jusqu'en 2017, les gens, il y avait une stérilisation forcée des personnes trans. Oui. Tu devais aller chez le chirurgien pour faire une démarche administrative. Parce que si tu ne prouvais pas que tu avais eu un changement irréversible de ton corps, et donc, alors vous inquiétez pas que changement irréversible, il prenait pas en compte la mue de la voix. Hein. Le changement irréversible, c'était est-ce que tu t'es fait quick le zizi, est-ce que tu t'es fait greffe le zizi. Hein. Concrètement, c'est ça. Et du coup, si les juges ils voyaient pas ça, bah ils disaient t'es pas trans. Bah t'es pas trans. Bah parce qu'en fait, parce que tu risques de revenir en arrière vu que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Alors du coup, on ne va pas te filer tes papiers. Donc voilà, ce qui fait d'ailleurs que la fin de l'obligation de stérilisation forcée, donc en fait c'est là techniquement, là on parle de changement administratif, pour changer de sexe à l'état civil, donc sur ta carte d'identité, ça a été techniquement une démédicalisation du changement de sexe à l'état civil, mais du coup ils ont démédicalisé le changement de sexe, donc ça veut dire que légalement tu peux avoir un homme qui a encore sa tuyauterie d'origine, et ils ne se sont pas posé la question que mais zut ça va poser des problèmes parce que du coup les trans maintenant ils vont pouvoir être parents, et comment on fait parce qu'on va légalement avoir des hommes qui sont mères. Enfin. Et qui sont enceints et qui accouchent de leur enfant. Et comment on fait ça? Mais on verra plus tard. Hein? Voilà, non, on verra plus tard. À ça. Non. Quelques années plus tard, une loi passe. On va plutôt enlever les subventions du planning familial s'ils en parlent. Ça me paraît plus efficace. Et du coup, quelques années plus tard, il y a une loi qui passe pour légaliser la PMA pour les lesbiennes, ce qui était une demande de 2012. Hein, c'était une demande de l'époque du mariage pour tous. On rappelle, c'est un truc qui avait été foutu sous le tapis parce qu'on s'est dit les lesbiennes quand même, les gens ils vont moins aimer. Et du coup, on en a profité pour dire maintenant que vous en êtes là, loi bioéthique, la PMA et tout, les trans, vous en faites quoi? Et la ministre de la Santé à l'époque, elle a dit c'est compliqué vos trucs, il y a les hommes qui deviennent des femmes ou les femmes qui deviennent des... on laissera ça à la jurisprudence. Et du coup maintenant, si tu es trans et que tu veux être reconnu comme parent biologique de ton enfant sans avoir à l'adopter ou à te faire maltraiter par le personnel médical, que ce soit pour le don de gamètes, que ce soit pour n'importe toutes les étapes en fait des processus de procréation médicalement assistée. Alors bon, si tu fais ça par les voies naturelles, c'est encore pire. Enfin pas encore pire non, mais c'est plus simple, mais on te regarde vraiment en bizarre parce que tu n'es pas passé, parce que tu n'as pas été détecté à l'avance. Du coup en fait c'est la croix et la bannière, et globalement tu as intérêt à avoir une bonne juridiction qui a déjà traité un cas d'homme trans enceinte. Sinon t'es baisé, sinon tu te retrouves face à un juge qui dit je n'ai jamais eu à traiter, ou alors je les ai refusés les autres, donc casse-toi. J'ai eu la chance d'avoir les enfants juste avant mon changement d'état civil. Ouais, peut-être que c'est mieux, hein. Peut-être que c'est la strat en vrai. Alors oui, mais ça tu pouvais pas à l'époque. Alors justement, revenons sur les conditions qu'il y avait à l'époque pour pouvoir pour pouvoir transitionner. C'est genre purement de la haine, mais c'est les gens, c'est pas genre, c'est que en fait, juridiquement, vu que la légalité est transphobe, oui. En fait, tu n'existes pas. Tout le droit de la filiation. Si t'as mal sur ta carte d'identité et que t'arrives à l'hôpital en disant salut, je porte un enfant, il y a un trou noir qui se crée. Oui. Ça fait en fait, il y a une catastrophe quantique. Tout le droit de la filiation, c'est fait sur le présupposé que alors sur beaucoup de trucs, mais en gros sur le présupposé que la personne qui accouche est la mère. Ce qui pouvait paraître logique. Je comprends parfaitement que les gens soient arrivés à cette conclusion, tu vois. Donc comme le droit de la filiation s'est fait avec ce principe-là, en gros ça a fait aussi une filiation qui techniquement se fait de façon différente, tu vois. Parce qu'en gros, automatiquement la personne qui accouche est la mère. Par contre, le père, c'est celui qui vraisemblablement est le père. Donc c'est soit le mari, soit le conjoint, etc., etc. Tu vois, genre quand une filiation s'établit de façon classique, tu vois. Donc c'est pour ça que le mari va déposer. Alors qu'on sait jamais. Justement, c'est pour éviter les cas justement de bâtards, de trucs comme ça et tout. C'est justement pour garantir, en fait, la présomption de paternité, c'est pour garantir la respectabilité un petit peu parentale, quoi. En fait, comme tout le droit de la filiation, c'est basé sur ce présupposé hétérosexuel, dès que tu te retrouves avec des situations où c'est un peu plus tranquille pour les trans et ils peuvent un petit peu éventuellement réfléchir à faire famille, en fait, comme tout le droit de la filiation, c'est basé sur un autre paradigme, en fait, c'est tout le droit de la filiation qu'il faut revoir,
Parce que dès que tu fais rentrer ce petit grain de sel dans l'engrenage, des petits grains de sable dans l'engrenage, en fait, il y a tout qui s'effondre. Et comment ils font quand t'as un couple de lesbiennes qui arrive, la deuxième parent, tu dois adopter et pas reconnu, Ouais, quoi. la deuxième doit adopter, ouais. Et l'autre est considérée comme mère célibataire? Non, pas forcément, parce que maintenant elles peuvent se marier. Donc en gros, si t'es marié, c'est plus simple, hein, parce que tu peux aller à l'avance si faire t'es une pas demande marié, de reconnaissance anticipée de ton enfant. Si t'es pas marié, c'est un peu plus compliqué dans ce cas. Ouais. Et alors là, le nombre de cas de séparation douloureuse de femmes lesbiennes qui, au cours d'un parcours de PMA, finissent par se séparer et la mère sociale, entre guillemets, a plus aucun droit sur son enfant. C'est horrible. Bref, c'est comme la préservation des gamètes. Si tu changes d'état civil, tu peux plus t'en servir. Exactement. Aujourd'hui, si tu veux conserver ton sperme ou conserver tes ovaires, tes ovules, pardon, pas tes ovaires, pour éventuellement les réutiliser plus tard, parce que tu commences un traitement potentiellement stérilisant ou qui va te faire une... Donc voilà, donc tu as le droit de la conserver. Mais par contre, si entre-temps tu changes de sexe à l'état civil, tu n'as plus le droit de les réutiliser. Parce que tu peux pas être une femme qui utilise du sperme. C'est pas le tien du coup, puisque c'est du sperme. Ça peut pas être le tien. Oui, mais donc, tu peux pas... Tu peux l'utiliser sans le dire. Tu peux le conserver toi-même et l'inséminer toi-même, non? Si t'es un peu débrouillarde. Je connais pas les Parce critères que de conservation surtout du les sperme, surtout les meufs trans, peu... elles aiment trop faire des trucs comme ça, laborantines un peu. Non? Oui, tu m'as un peu convaincu. Non, mais c'est mais vraie question. Non, c'est vraiment sûr que ça existe. Non, et en plus ça coûte cher parce que c'est des bails de congélation qui coûtent cher à entretenir, etc. Enfin, c'est... En vrai, c'est chaud. Non, mais c'est pas dans le frigo, je sais que c'est pas dans le frigo. Et en fait, c'est plus facile pour le sperme même que pour une mayonnaise, t'as pas le droit de l'utiliser. Mais par exemple, c'est plus facile pour le sperme. C'est illégal les inséminations sauvages? Ah ouais? Ouais. Et moi, les gens, je sais même pas comment ça se conserve. Ah oui, c'est illégal les inséminations sauvages. Tu peux changer de nouveau ton état civil pour récupérer le sperme, ça c'est pas assez. Et tu rechanges après, mais là, je vais dire, vous foutez de ma gueule. Oui. Mais donc, du coup, ça veut dire presque que. Et ça, c'est la situation aujourd'hui, on est d'accord? Ça, c'est la situation aujourd'hui. T'as pas le droit d'utiliser ton sperme si t'as changé d'état civil. En fait, donc ça veut dire que presque les meufs doivent pré-shot de si elles veulent vraiment un gosse. Il y a des gens qui ont attaqué en justice des banques de sperme, des sécos, pour pouvoir le faire. Résultat, les sécos, ils ont dit on arrête de prendre en charge les personnes trans. Putain. Donc en fait, c'est que, en gros, concrètement, les personnes trans, on doit, pour tout ce qui est ce truc légal de base, pour avoir des gosses, pour vivre notre vie, etc., on est constamment renvoyé à la jurisprudence et on doit constamment aller réclamer auprès d'un juge et aller se battre, etc., etc. Donc bon, c'est le bordel, mais avant c'était pire. Donc parce que là je vous parle de trucs administratifs, mais avant ne serait-ce que pour avoir des hormones et transitionner médicalement, comme je disais, donc fallait pas être homo, fallait pas être machin, fallait pas être marié, fallait pas avoir des enfants, ne fallait pas être séropositive, être travailleur ou travailleuse du sexe, etc. C'est terrifiant. Ah non mais c'était littéralement un principe totalement eugéniste. Donc voilà, la Haute Autorité de Santé a dû moderniser des protocoles de prise en charge qui étaient arriérés à ce point-là, où fallait pas être marié, fallait pas avoir de gosses, fallait pas être séropo, fallait pas être TDS, fallait pas être gay, fallait pas être lesbienne, fallait pas... Rien du tout, fallait vraiment être normé. Les propos de Colette Chilan, donc Colette Chilan, je la cite dans ma vidéo sur les TERF, c'était une psychiatre transphobe qui était à la tête de la SOFEC, donc c'était le truc en gros des soignants qui sont autoproclamés spécialistes des trans. Psychiatre, dans cette publication, illustre l'autre rôle des professionnels de la santé mentale, considérant que le traitement hormono-chirurgical est d'abord une réponse folle à une demande folle. Elle avance la nécessité d'améliorer l'abord psychothérapeutique visant à changer ce qu'il y a dans la tête des patients. Colette Chilan, elle disait il faut tenter la thérapie de conversion, et c'est vraiment si la thérapie de conversion ne marche pas qu'on peut éventuellement peut-être leur donner des hormones si elles sont pas trop starbées. Il y a des trans qu'on peut convaincre de ne pas être trans en les torturant. C'est ça. Et celles qui résistent. C'est ça. Peut-être qu'on va les laisser sous condition qu'elles soient pas putes, mariées, mon cul, homosexuelles, lesbiennes. Tout. Donc de ce protocole de 79, il reste encore des traces dans la pratique médicale française. Les chirurgies d'affirmation de genre sont depuis cette époque considérées par l'ordre des médecins comme une exception au régime légal d'interdiction des mutilations. Et pareil aussi pour les intersexes, bien évidemment. Et les personnes qui y ont recours doivent au préalable effectuer une période probatoire d'au minimum 1 année et psychothérapie d'essai avec le concours d'un spécialiste expérimenté dans les cas du transsexualisme. En gros, si tu veux avoir accès à des chirurgies d'affirmation de genre, tu dois... faire une preuve que tu as vécu suffisamment longtemps dans ton genre revendiqué et que tu es suivi par un psychiatre pour bien montrer que t'es pas fou. Jusqu'en 2024, l'assurance maladie exigeait toujours une attestation psychiatrique pour donner droit à une prise en charge au titre de l'affection longue durée. C'était mon cas. Moi, pour me faire ma torsoplastie, donc pour me faire opérer du torse, j'ai dû faire signer un papier à une psychiatre, un endocrinologue
et à mon chirurgien pour que l'assurance maladie me rembourse. Et pour qu'ils disent que t'étais bien transsexuel. Qui disent que j'étais bien transsexuel. Et endocrinologue qui dit que du coup l'endocrinologue c'est un peu bizarre, il m'a un peu regardé en bizarre parce que je suis suivi par un médecin traitant en fait. En gros moi la façon dont je suis suivi c'est déjà la façon dont la haute autorité de santé va dire qu'il faut que les gens soient suivis en fait. Moi je suis déjà en avance parce que j'ai des médecins qui sont trop cool. Le parcours du combat trans, pas mal. Mais c'est surtout le psychiatre qui doit dire en gros t'es pas fou, tu es en pleine possession de tes moyens et ça t'a laissé faire toi. Putain. Bah oui. Pas très bon ce psychiatre. Je suis en pleine possession de mes moyens. Ok. Non mais après en fait l'avantage c'est que moi quand c'est le cas, quand je l'ai fait, je suis tombé parce qu'en fait entre temps t'as des médecins qui, même si c'était le principe de base de prise en charge des personnes trans, t'as quand même des assos trans qui ont beaucoup travaillé auprès de soignants, notamment de soignants qui sont en libéral. Parce que bon, dans les CHU, c'est compliqué, mais notamment de soignants en libéral qui permettaient de signer facilement les attestes. On se refilait tous le nom du psychiatre qui te file ton attestation facilement, comme ça tu peux voir l'endoc et commencer les hormones, tu vois. Donc tu sais, t'as quand même un réseau parallèle qui s'est développé pour faciliter en fait ce parcours. Surtout, je pense que c'est un bon business. Je pense à Paname, t'es psy, t'es pro-trans. Tu vas avoir tous les trans de ta région, quoi. Ah, mais là, c'est le problème, c'est que tu vas avoir plus de place tu vas avoir plus aucune place pour les mais en autres. termes de business plan. Ah bah oui. Si t'as un psychiatre un peu nul, tu fais des attestes à la chaîne, tu fais de la maille, c'est bien. Bah c'est le cas de... Je sais plus comment il s'appelait lui, mais c'est le cas d'un des psychiatres parisiens qui faisait vraiment à la chaîne, quoi. Ouais, mais tant mieux. C'était vraiment, t'étais en mode, économise 80 balles et t'auras ton attest et tu peux commencer les hormones, quoi. Ouais, bah en vrai. Mais après, moi j'étais encore plus impatient, j'étais en mode non, je vais passer direct par un médecin traitant. Tu peux pas faire du nomadisme médical jusqu'à trouver un médecin qui signe, tout le monde devrait faire ça. Bah oui, moi je pense que c'est ce que font. Tu peux. C'est ce que font les personnes trans. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que essayer jusqu'à si t'as pas déjà un contact par le réseau trans où t'es sûr, bah tu tries quoi, jusqu'à ce que ça marche. Hein. En fait, maintenant tu peux, dans les années 80-90, tu trouvais aucun médecin pour faire ton nomadisme médical. Mais entre-temps, t'as beaucoup de médecins qui se sont formés et tu peux un peu aller à droite à gauche, etc. Alors qu'en fait, dans les années 90, mais c'est comme t'avais un gatekeeping dans les CHU, c'est comme le etc. Subutex. Ouais, mais c'est en vrai, tu vas avoir des médecins jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te fasse ton ordonnance. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un flair. T'as toujours eu le guédard pour le subdar pour le Subutex. Bah là, celui que j'ai en ce moment, c'est guédard et subdar, c'est les deux. Dans sa liste, lui, il a dépression PrEP. Voilà. Ça avant. Bon bah, moi je vais aller le voir les lui, je crois. Les dépressifs, les PD, voilà. Pierrat dans le Marais en 2010, exactement, le docteur Pierrat qui filait les attestes. Ah, maintenant on peut le dire vu qu'il est à la retraite, ok. Voilà, c'était le docteur Pierrat. Tu filais les 80 balles et t'avais ton atteste. Donc encore aujourd'hui, de nombreuses praticiennes demandent cette attestation psychiatrique pour se sécuriser juridiquement, démontrant le flou juridique laissé par le manque de recommandations médicales fortes et actualisées. Donc en fait, le truc c'est que jusqu'ici, la Haute Autorité de Santé, ses seules guidelines c'était « Ah, faites comme on faisait dans les années 90 », alors que de fait, la pratique de certains médecins avait déjà évolué et y compris chez les autoproclamés spécialistes des trans, eux aussi, ils ont un petit peu commencé à assouplir, on va dire, les critères. Bon, pas de beaucoup, mais ils ont un peu assoupli les critères. Je crois qu'ils ont admis que tu pouvais être PD dans le genre d'arrivée, mais ça dépend. Hein. Fallait vraiment être convaincant ou convaincante. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Haute Autorité de Santé a rendu sa copie, mais il y avait un autre truc qui était très entendu. Donc il y avait un truc de faut que la Haute Autorité de Santé valide ce qui est aujourd'hui le cas. Donc c'est-à-dire que quand je vous dis que moi, ma transition s'est faite déjà selon ces principes-là, c'est qu'en gros, la Haute Autorité de Santé a dit que les médecins généralistes sont désormais positionnés de façon centrale, tant par le rôle de prescription d'hormones en premier recours pour les personnes qui le souhaitent que coordination du parcours de soins. Donc la Haute Autorité de Santé, ils ont dit... Là, ils ont acté le truc de vous pouvez aller voir un médecin traitant. C'est ça, parce que je pense que c'est pour ça que... endocrinologue. Et alors, si ton c'est pour ça que récemment, j'ai vu mon médecin qui l'a rajouté dans le je pense aussi. Je pense aussi. Il y a moyen qu'il le faisait un peu sous le manteau avant, et maintenant que la HAS le valide, il a pu le faire. Et puis il a vu le business, il est malin. Oui, il est pas con. Mais et c'est aussi parce que le CHU de Caen est a une très mauvaise réputation aussi. Donc il a... pas que sur ça, t'inquiète. Oui. Faut pas être drogué, aller au CHU de Caen, t'inquiète. Ouais. Mais bref, donc en fait moi, j'étais direct allé voir un médecin traitant qui me fait tout mon suivi, qui est mon médecin généraliste, tu vois, et qui elle est très très bien formée là-dessus. Beaucoup de gens dans le chat la connaissent probablement. Les généralistes peuvent prescrire de la thé en primant hors de. Exactement. Maintenant, les généralistes peuvent prescrire. La Haute Autorité de Santé dit oui. Maintenant, les généralistes peuvent. Tu vas pas te faire refuser en théorie par les pharmaciens. Mais c'est vrai que moi, ma première ordonnance, j'ai dû faire 2 pharmacies avant qu'on me l'accepte parce qu'ils ont dit ah non, c'est une primo-prescription, c'est un endocrinologue qui doit la faire. Moi, j'étais en mode mais si, etc. Après, parce que ma médecin, elle a dit ouais, je peux vous référer vers un endoc, on peut tester, etc. Et je suis tombé sur une pharmacie qui était pas trop regardante, qui m'a filé mes hormones. Ils sont pas regardants, t'inquiète. Oui, ça va. Il y a des pharmacies qui sont cool. Et après, maintenant, moi, j'ai plus ce problème parce que maintenant, c'est du renouvellement. Donc, sans formation particulière du médecin. Alors, si, il faut une formation.
Mais même s'ils n'ont pas de formation. Mais en vrai, formation ou pas, en fait. De toute façon, les trans, ils ont leur truc, ils font comme ils veulent avec ce qu'ils ont. De toute façon, les hormones, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment. Au pire, en fait, c'est pas qu'une question. En fait, les médecins, ils ont ce qu'on appelle. Ouais, il y a un moustique. Les médecins, ils ont une liberté de prescription. Donc, techniquement, ils peuvent te prescrire beaucoup de choses de façon libre, même s'ils ne sont pas spécialisés, etc., etc. Et en fait, beaucoup de médecins généralistes, jusqu'ici, faisaient passer les prescriptions d'hormones sur leur droit à la libre prescription de certains trucs, etc. Même si c'est un droit qui est encadré et tout, mais ils le faisaient quand même. Et en fait, pour ça, tu peux très bien, si tu as une très bonne relation avec ton médecin traitant, tu te formes sur le tas, en fait, c'est rapide. Il n'y a pas une sorte de méga hormone pour les trans qui vous permet d'en prendre qu'une seule fois et c'est finito. C'est Hulk le bordel. Si seulement. Je suis une femme. Seulement. C'était aussi ça. Je suis un homme. Après, ça serait basé. Hein. De base, je voulais juste faire une introduction pour dire pourquoi on va parler des enfants trans. Parce que là où je voulais en venir, c'est que du coup, la Haute Autorité de Santé a officialisé une certaine facilitation des parcours de soins. Sauf qu'il y a un autre truc qui était attendu de la Haute Autorité de Santé, c'était des trucs sur les mineurs, parce qu'il y avait une grosse question. Mais comme il y a eu énormément de pression de la part des lobbies transphobes, etc., ils ont dit, globalement, les mineurs, on verra plus tard. L'introduction de ces recommandations annonce la population des moins de 18 ans sera abordée dans une autre recommandation. Donc en fait, il y a eu énormément de pression de la part des lobbies anti-trans qui utilisent beaucoup la question des mineurs pour faire avancer leur agenda. Et ça a fait flipper globalement la Haute Autorité de Santé parce que globalement, dès que l'Observateur de la petite sirène, Hippomonie, dès que la presse conservatrice voulait faire pression sur le HAS, ils avaient une tribune gratos dans le Figaro, enfin bref. Donc la population des moins de 18 ans sera abordée dans une autre recommandation. Et donc le réseau Santé Trans dit: nous prenons acte avec déception de cette décision frileuse de la Haute Autorité de Santé et rappelons que les adolescentes trans existent, ont droit à la protection et à la promotion de leur santé et qu'il appartient désormais à la Haute Autorité de Santé de s'autosaisir pour élaborer des recommandations les concernant. Globalement, la Haute Autorité de Santé a dit: bon, les trans, on va faciliter votre prise en charge parce que de toute façon, c'est déjà ce que vous faites. Donc, on va valider déjà l'existence, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, les mineurs, on verra plus tard parce que vous comprenez, il y a beaucoup trop de pression. Les gens transphobes utilisent beaucoup trop les mineurs et nous, ça nous fait peur. Alors, du coup, on verra pour les mineurs plus tard. Mais parce qu'en fait, la question des mineurs trans, c'est vraiment le truc qui est utilisé depuis des années en fait, la question des enfants en règle générale, c'est utilisé de base pour faire des campagnes anti-LGBT. Et c'est vraiment là-dessus que le débat se cristallise de façon totalement débile. Et c'est pour ça que je termine cette introduction et qu'on va regarder du coup un petit documentaire Arte Deutschland, attention. Voilà, donc Arte Allemagne, vous savez, pour les gens qui suivent le lore de ma chaîne Twitch, dès qu'on réagit à un truc de Arte Allemagne, c'est catastrophique. Surtout sur les questions trans, ils ont toujours le même médecin transphobe qu'ils interviewent à chaque fois. Et du coup, le titre, c'est l'hormonothérapie, une solution pour les mineurs transgenres, point d'interrogation. Les questions qui fâchent. Vu que la Haute Autorité de Santé a peur, on va essayer de répondre à leur place de: est-ce qu'il faut donner des hormones aux mineurs trans? Être né avec les mauvais attributs sexuels. Déjà, ça commence mal. Voilà ce que ressentent les personnes qui ne s'identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Il est possible d'y remédier grâce à l'hormonothérapie. Ça s'appelle une castration chimique. Ça s'appelle une castration chimique. Ils sont nés avec le mauvais sexe. Ils veulent des hormones. Parce qu'en fait, c'est Arte Allemagne. Comme ils veulent être centristes, du coup, ils disent: on va interroger une personne qui est pro-trans, mais de façon un peu libérale quand même, faut pas déconner, hein, pro-trans avec beaucoup de pincettes, et une personne qui est anti-trans, c'est vraiment anti-trans vénère, quoi. Ils en parlent comme des animaux. Ah littéralement. Peut-on proposer l'hormonothérapie aux enfants et aux adolescents atteints de dysphorie de genre? Atteints de dysphorie de genre. La dysphorie ne fait pas de toi une personne trans. La dysphorie, c'est la souffrance qui s'accompagne avec le fait de ne pas pouvoir transitionner. Si t'es un gamin, que t'es trans, que depuis que t'es tout petit, tu dis: oh là là, je veux être un garçon, je veux avoir un prénom de garçon, etc. Et que les gens acceptent, et que les gens t'aident à faire ça, etc. Et t'aident à transitionner, etc. Globalement, ta dysphorie, elle va être très très minime, hein, bref. En gros, depuis que le transsexualisme n'est plus reconnu comme une maladie mentale, ça a été remplacé par le critère de la dysphorie de genre. Donc en fait, c'est la souffrance que témoignent en fait les patients quand ils vont voir un médecin. En gros, comme ça, les médecins, ils disent: ah ok, ta souffrance s'appelle la dysphorie de genre, donc tu es trans. Sauf qu'en fait, parfois, qu'est-ce que tu fais? C'est juste tu vas voir un médecin et que tu es en mode: coucou, je veux transitionner, point barre, et que tu fais pas état d'une grande souffrance, d'un truc, mais c'est juste que genre, je veux faire ça, quoi. Et en fait, très souvent, c'est une façon un petit peu de remédicaliser et de repathologiser le truc. Alors, encore une fois,
c'est pas avant, c'était le fait d'être trans qui était une maladie mentale. Maintenant, on prend en compte la souffrance qui s'accompagne du fait de ne pas pouvoir transitionner. Donc, c'est un peu une amélioration. Mais on traite quand même encore une fois les personnes trans qu'au prisme de il y a un truc qui va pas bien dans ta tête et on va te réparer. Parce qu'au pire, je sais pas, moi, quand j'ai commencé... Moi, c'est pour ça que je voulais pas aller voir un psychiatre quand j'ai commencé à transitionner. C'est que j'avais pas envie d'avoir à m'expliquer. Et du coup, je suis allé voir un médecin avec qui je savais que j'aurais pas à me justifier, qui était en mode si tu viens me voir, c'est que tu sais ce que tu veux, quoi. Ma dysphorie était vachement plus forte après mon coming out quand j'ai commencé ma transition, justement à cause du regard des autres. Mais bien sûr, de fou. Ma dysphorie s'est développée quand j'ai commencé à porter un binder, par exemple, et à me rendre compte que il y avait un mieux par rapport à ce qu'il y avait avant, et que du coup, je me suis rendu compte quand je le mettais pas que j'étais pas bien. Et en fait, c'était à plein de trucs en fait où la dysphorie se développe par les blocages qui se font au fait d'être tranquille, quoi. Les représentations bien définies de la masculinité et de la féminité ont toujours existé. La transidentité n'a rien de nouveau. Il est désormais possible d'apporter une aide médicale aux enfants et aux adolescents concernés, mais cette aide suscite aussi une vive opposition. Dans l'introduction. Oui, alors les Grecs, parfois ils faisaient des statues un peu bizarres. Du coup, est-ce qu'il faut aider les enfants trans? Voilà, hop, pouf, tu whip it. Vous savez bien. Je rencontre deux chercheuses qui défendent des points de vue opposés. Deux chaises, deux invités, mais pas en même temps. J'ai mis des petits X avec du rose et du bleu. Et ça fait un peu XX comme les chromosomes. Et le rose et le bleu comme la couleur des filles et la couleur des garçons. Mais est-ce que vous saviez qu'avant le rose c'était la couleur des petits garçons? Bah oui, puisque c'est un rouge un peu atténué et que le rouge était la couleur de la virilité et du sang, alors que le bleu était la couleur de la Vierge Marie. Et donc c'est vraiment la preuve que vraiment les stéréotypes de genre, quand on y pense, vraiment... L'incongruence de genre, c'est si j'ai l'impression que mon genre ne correspond pas à celui qui m'a été attribué à la naissance. La dysphorie de genre intervient si je souffre de plus en plus, à mesure que mon corps se développe dans une direction qui, à mes yeux, n'est pas la bonne. Du coup, il y a l'incongruence de genre, c'est globalement t'es trans, et la dysphorie de genre, c'est t'es trans et ça te fait souffrir parce que tu peux pas transitionner. Si je comprends bien, l'incongruence, c'est quand mon identité est à l'opposé de ce que je suis, de mon physique, de mes caractéristiques sexuelles. On peut s'imaginer ça comme ça? C'est une simplification, parce que l'identité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez vaste. Est-ce que tu peux vraiment revendiquer une identité masculine quand la société ne te traite pas de cette façon? Une identité féminine quand la société ne te traite pas de cette façon? Tu peux avoir une identité qui est ressentie, un désir d'identification, un désir d'identité, une identité qui est entre toi et toi-même. Mais quand la société ne te la reconnaît pas, tu ne peux pas vivre cette identité. Et c'est là que se trouve la dysphorie et la souffrance que ça peut engendrer, etc. etc. C'est là que l'incongruence et le frottement se créent. Mais est-ce que tu peux vraiment parler d'une identité déjà acquise? Parce que souvent, c'est comme ça que ça va être un peu résumé, la transidentité. C'est en gros, tu as une identité dans ta tête qui correspond pas à ton sexe et à ce qu'on attend de ton sexe, tu vois. Genre. Mais en fait, c'est plutôt... Moi, je vois plutôt ça comme un empêchement de construction de ton identité à cause de ce qui était imposé par la société, tu vois. C'est plutôt que t'as un chemin de développement de ton identité qui tend et qui veut aller vers quelque chose qui ne correspond pas à à l'image que te renvoie la société constamment. Et en fait, c'est ce truc-là, mais tu passes toute ta vie à acquérir ton identité. J'étais pas le même homme avant de commencer les hormones que après. Pas parce que les hormones m'ont changé, mais parce que la façon dont la société me perçoit a changé et du coup a transformé la façon dont j'interagis avec le monde. Je comprends pas, quand on parle d'enfants, on peut pas dire que d'un côté qu'ils sont pas responsables de leurs faits ou de leurs idées et après dire qu'il faut les suivre avec autant de conviction sur un sujet aussi irréversible, soit on fait les deux, soit on fait rien, mais pas l'un ou l'autre. On va comparer ça avec autre chose. Tu confonds la responsabilité pénale et la responsabilité, etc. etc. On va penser ça différemment. Un enfant n'a pas le même statut légal tout au long de son enfance. Et là, quand je dis enfance, c'est au terme légal. C'est-à-dire que quand tu es mineur, à un moment, tu as 16 ans. Et quand tu as 16 ans, tu peux être émancipé, par exemple. Tu peux commencer à travailler. Tu peux faire telle et telle chose alors que tu es techniquement encore mineur. Tu as une acquisition progressive de la majorité. Et c'est pour ça qu'à l'école, on a des cours d'éducation civique. Puisqu'on attend que tout au long de la durée de ton enfance, de ta minorité, tu acquiers progressivement ce qui te permettra, une fois que tu as 18 ans, éventuellement de voter et de devenir un citoyen comme les autres. Donc en fait, pour qu'à 18 ans tu sois un citoyen, ça veut dire qu'on commence déjà à t'accompagner et à t'inculquer comment acquérir cette citoyenneté. C'est pareil pour la sexualité. À partir de 15 ans, tu es majeur sexuellement. Ça veut dire que tu peux
on considère que tu peux avoir des relations sexuelles de façon vraisemblable avec des personnes de ton âge. Et on ne va pas rentrer dans les questions de différence d'âge, etc. Donc ça veut dire qu'à partir de 15 ans, il est attendu que tu reçoives une certaine éducation à la sexualité, ne serait-ce que pour te protéger. Et même d'ailleurs que tu reçoives cette éducation un petit peu avant, pour qu'une fois que tu as tes 15 ans, donc que tu acquiers ta majorité sexuelle, tu puisses en disposer de façon éclairée. Bah c'est pareil pour le genre. Sauf qu'en fait le genre, on te l'inculque de façon non éclairée toute ta vie. On te dit faut être ci, faut être ci, faut être ci, faut être ça. Et on ne te permet pas d'acquérir ta majorité, que ce soit une majorité sexuelle, que ce soit une majorité civique. On ne te permet pas d'acquérir ton âge adulte progressivement avec une capacité de mettre à distance ton genre. Ça veut dire qu'en fait, le problème des enfants, c'est qu'ils n'ont aucune autonomie vis-à-vis de leur genre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer ça avec la responsabilité pénale. C'est pas, oh là là, les enfants, ils peuvent pas voter et puis on va quand même leur filer des hormones. Non, parce que les enfants, ils peuvent avoir des procédures médicaux. Tu peux décider en tant que parent de percer les oreilles de ton enfant mineur. C'est une décision que tu peux faire sur ton corps et généralement que tu fais sur le corps de ton enfant en bonne intelligence avec lui. C'est-à-dire que tu as son consentement, c'est lui ou elle qui te le demande, généralement c'est elle qui te le demande et c'est ton autorité parentale qui va trancher in fine, etc. Donc ça veut dire qu'on estime qu'un enfant peut faire des demandes vis-à-vis de son corps que le parent va trancher avec son autorité parentale. C'est la question qui se pose pour les mineurs trans, typiquement. Tu dis toi-même qu'il émancipe un enfant, donc la responsabilité doit être décidée par les parents. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais si les parents ils sont cons ? Qu'est-ce que tu fais si les parents ils sont violents avec leurs gosses ? C'est un problème. Tu vas pas retirer l'autorité parentale à tous les parents qui sont violents, qui sont homophobes, etc. Prenons ça sur la question de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu fais si tu as un gamin, il a 15 ans, il est majeur sexuellement, mais il est attiré par les garçons et du coup il a envie d'avoir des relations homosexuelles, mais tu sais, de faire des bisous à des garçons, tu sais, c'est mignon, tu sais, voilà, ça peut être une source, alors ça peut être tout simplement même sexuel, tu vois. Et tu as des parents qui peuvent décider que leur autorité parentale les fonde dans leur capacité à dire à leur enfant que bah non, comme l'homosexualité c'est contre nature, je t'interdis d'avoir des relations sexuelles avec des garçons. On part du principe que le domaine de la sexualité, de l'identité de genre, etc., c'est des domaines qui sont de l'ordre de l'autodétermination et que la responsabilité de la société, c'est de garantir cette autodétermination sans venir la castrer ou alors la forcer d'une façon ou d'une autre. Les jeunes enfants chez qui une telle incongruence apparaît sont très peu nombreux, mais ils existent sans pour autant connaître le concept d'identité. C'est quelque chose qu'ils ressentent, tout simplement. Elle dit un petit peu comme moi, c'est qu'en gros, les tout petits enfants, ils n'ont pas acquis leur identité, ils n'ont pas un concept d'identité complet et forgé, mais ils vont déjà dire « Ah ben non, en fait, moi je suis un petit garçon, en fait, je comprends pas pourquoi on me dit elle. » Ou alors je suis une petite fille, je comprends pas pourquoi on me dit lui. Gardez en tête que ce document d'Arte, c'est un cadrage d'un journaliste qui interroge une soignante, on va dire, et une chercheuse, je sais pas en quoi elle est chercheuse, mais on le saura très très vite, j'imagine, en psychologie et tout. Bon bref, on va parler de la transphobe après. Mais donc là, on est dans une situation où le cadrage des questions, c'est, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut qu'on décide pour nos enfants ? Donc déjà, c'est un cadrage particulier à la discussion, parce que cette question-là évacue totalement ce que pensent les enfants eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont interviewer des enfants ? J'imagine qu'ils vont interviewer des enfants tout au long du documentaire, je sais pas. Mais on va considérer que les personnes qui ont une légitimité à avoir un discours sur ces enfants-là, ce sont les adultes et non pas les enfants. Et donc là, déjà, on va avoir une vision qui est cadrée par une panique, par le rapport parental, qui existe bien évidemment, mais du coup qui évacue totalement la question des désirs de l'enfant. Ma deuxième interlocutrice s'appuie elle aussi sur son expérience clinique. Des adolescents que j'ai reçus, il y a eu effectivement des jeunes que je nomme transidentifiés. C'est un langage d'antitrans. Hein. Quand tu dis transidentifié, c'est un langage dans les communautés antitrans. Céline Masson est professeure de... Oh putain, Céline Masson. En gros, Céline Masson, elle va faire genre « Non, mais les enfants, ils savent pas trop, etc. » Elle est pour le fait d'interdire aux personnes trans de transitionner tout court. Parce qu'elle va dire « Ah, mais les enfants, ils savent pas ce qu'ils veulent, et puis ils sont pas totalement construits, etc. » Et après, on va dire « Ok, donc à partir de 18 ans, ils font ce qu'ils veulent. » Non, mais parce que vous comprenez, le cerveau n'est pas totalement développé jusqu'à partir de 25 ans. En fait, à partir de 25 ans, en moyenne, le cerveau est totalement développé. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait encore... Ah, mais en fait, après 25 ans, est-ce que c'est pas un petit peu des pervers sexuels, en fait, hein, parce que c'est des adultes et ils sont crades, hein, donc... En fait, non, les trans, ça devrait pas exister. Voilà, elle, c'est ça, Céline Masson. Donc voilà. Vive Arte Allemagne, bien évidemment. C'est une vieille de la vieille anti-trans. Elle a publié des bouquins, des trucs comme ça, enfin bref. Hein.
Elle fait partie des critiques de l'hormonothérapie pour les enfants et les adolescents. Son point de vue, pas d'intervention médicale avant l'âge adulte, mais une psychothérapie. Donc elle défend ce qu'on lisait tout à l'heure sur Colette Chilan, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte, globalement, on te fout sous thérapie de conversion, et si tu survis à la thérapie de conversion, on va éventuellement te faire suivre une thérapie de genre, mais sauf qu'en fait 18 ans, c'est un petit peu tôt quand même, parce que tu restes encore un petit enfant, alors du coup on va attendre les 25 ans, et puis éventuellement, si tu t'es pas flingué entre-temps, bah, on te dira que t'es un malade mental, quoi. Ouais. J'ai entendu dire que vous préfériez un autre terme à celui de dysphorie de genre. Vous parlez d'angoisse de sexuation pubertaire. Angoisse de sexuation pubertaire? Oui, en gros, c'est un mot compliqué pour dire non mais les adolescents ils sont complexés, c'est normal. C'est la version pseudo-scientifique de ça, quoi. C'est une nouvelle proposition clinique qui correspond mieux aux adolescents que nous voyons, que nous appelions transidentifiés. Transidentifié, c'est le mot de Marguerite Stern et de Oui, c'est le mot des transphobes. Ouais, t'es identifié trans, mais comme on reconnaît pas le fait que les trans ça existe, bah du coup on va dire que t'es transidentifié. Parce que t'inquiète pas que transidentifié, elle le dit pas que pour les gamins. Hein, voilà, il l'utilise aussi pour des adultes, souvent. Hein. Ce sont des adolescents qui présentent des angoisses lors de la puberté. Je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas les seins qui poussaient, je n'ai jamais joué avec des poupées. En gros, ils sont en mode le problème, des merdes. C'est que des gens, on les fait transitionner alors qu'en fait, c'est pas vraiment des trans, c'est juste des crises d'adolescence. C'est ça un peu la take? En gros, c'est son argument. Et en gros, elle y met un petit peu un truc comme quoi les médecins qui utilisent des mots compliqués pour essayer d'embrouiller les gens, c'est aussi bête que ça. Hein. Mais le problème, c'est que là, elle va dire oh là là, ils vont dire qu'ils aiment pas leur sein, qu'ils aiment pas leur corps, qu'ils voulaient jouer avec des Barbies ou alors qu'ils voulaient jouer au foot, etc. En mode, c'est quand même un peu des stéréotypes de genre, on est d'accord, quand même, voilà. Sachant que tous ces trucs-là, je me suis toujours ressenti comme un garçon, j'ai toujours voulu jouer avec les garçons et j'ai voulu jouer au foot, etc. C'est déjà un truc qu'on doit dire aux médecins. L'époque de Colette Chilan dont je vous parle, hein, de avant, donc de il n'y a pas si longtemps que ça, où on devait aller voir un psychiatre pour transitionner, bah si le psychiatre tu lui disais pas « je voulais m'arracher les seins tellement je souffrais », il te filait pas tes hormones. Donc en fait t'as eu aussi tout un truc où ce qui a été identifié comme le discours des trans devant leurs praticiens, qui est un discours extrêmement binaire, ça a toujours été un discours de « j'ai pas le choix de dire ça, sinon tu me fais pas confiance et tu me crois pas ». Et parce du coup, c'est devenu presque. Ça veut dire qu'un mec trans, s'il voulait pas jouer au foot, c'est pas un mec trans, quoi. Oui. Si t'allais voir un psychiatre et que tu disais ah ben non, moi j'aime bien les trucs féminins, j'aime bien le rose, etc. Il te dirait mais vous n'êtes pas un homme trans alors. Qu'est-ce qui fait de vous un garçon? Et après tu dis ah ben d'accord, j'aime le foot, etc. Mais oui, mais vous savez qu'en fait aimer le foot ne fait pas de vous un garçon. Il y a des filles qui jouent au foot. Ça c'est le outwokisme des anti-trans. En fait, ce qui est deep avec les TERF, c'est que pour les TERF médicales, faut dire que tu ressens vraiment les trucs de garçon ou de meuf. Ouais. Mais si t'aimes les trucs de meuf, eh ben tu reproduis des clichés sexistes. Donc tu restes un homme misogyne. Donc ça veut dire qu'on t'enjoint à surperformer la binarité, mais la binarité est la preuve que t'es un homme misogyne qui mime les femmes. C'est ça. Du coup t'es baisé en fait. C'est pour ça que c'est juste des anti-trans en fait et qui s'en battent les couilles. J'ai pensé que j'étais un garçon. Et quand je dis, mais comment tu as vu que tu étais un garçon? Eh bien, je suis allée chercher sur Internet, je ne suis pas bien dans mon corps, et les algorithmes lui ont donné, c'est que tu es un garçon. Elle est en train de dire, les algorithmes rendent les enfants trans, et le journaliste se dit rien. Ah mais on est sur Arte Allemagne, il faut écouter les deux côtés de l'argument, voyons. Mais oui, parce que son truc c'est que, alors du coup tu vas écrire je me sens pas bien dans mon corps, et tu vas trouver des témoignages de gens qui se sentent pas bien dans leur corps et qui disent qu'ils sont trans, et du coup c'est l'algorithme qui t'a trans. C'est peut-être aussi que, éventuellement, que les personnes trans ont le droit de parler sur Internet de leur ressenti vis-à-vis de leur corps, et que du coup tu tombes là-dessus quand tu tapes sur Google, et que c'est comme ça que ça... Bref. Quand tu tombes dans une pipeline algorithmique trans, c'est souvent pas au hasard. Et si la pipeline algorithmique fait que tu décides de transitionner, il y a de grandes chances que c'est parce que tu avais besoin de transitionner. Enfin, moi, en fait, je crois pas. Je pense que tes recherches sur ça peut te mener dans des pipelines algorithmiques trans, mais on dirait que c'est ça qui va rendre trans et qu'il y a des gens qui, par la pipeline algorithmique, se diraient qu'ils sont trans alors qu'ils le sont pas. Je pense que c'est quantité négligeable. Nous avons tous fait le même constat, l'augmentation soudaine au moment du Covid. Ah, tu veux dire que le moment où les gens étaient confinés chez eux, n'avaient plus à performer leur genre et se retrouver face eux-mêmes, ils ont commencé à se poser des questions sur qui ils étaient vraiment au fond d'eux? Tu veux dire que le moment où on était tous confinés, parce qu'en fait, eux, ils disent pendant le Covid, tout le monde était sur Internet, du coup, Internet a contaminé tout le monde. Sauf que bah non, c'est juste qu'on était confinés, qu'on était face à nous-mêmes et qu'on était en mode, ok, si je fais abstraction de la société, qu'est-ce que je veux?
Bah oui, en fait, oui. Ouais, c'était du shit. Mais c'était dur de trouver un dealer. Voilà. C'est la question que je me suis toujours posée en tant que cis pour comprendre la transidentité. Je peinais à comprendre la compatibilité entre mettre fin au genre, au stéréotype de genre et la transition, mais Casson m'a fourni des réponses dans un autre chat. C'est pas le genre qui est ciblé, mais les expressions de genre qui seraient encore là dans un monde débarrassé du genre. Enfin, je crois. Oui, en fait, c'est ça. C'est que globalement, dans un monde post-genre, débarrassé du genre comme... Là, quand je parle du genre, c'est de modèle de classification de la société. Parce que c'est ça le genre, en fait, concrètement. C'est pour ça qu'il y a un rapport de hiérarchie, c'est pour ça qu'il y a un rapport de domination, etc. C'est parce que c'est une classification de genre. C'est une classification hiérarchique. Et si tu te débarrasses de ça, mais les gens continueront de mettre des robes et de mettre du maquillage, mais simplement, ces robes et ce maquillage ne seront pas codés comme dominés ou futiles, ou pas bien, ou violables, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. L'abolition du genre. Mais ça n'empêchera pas que des gens continuent de prendre des hormones parce que simplement, ils voudront que leur corps ressemble à autre chose. Et en fait, ce sera simplement de la modification corporelle comme des tatouages. Actuellement, environ 0,08% des individus âgés de 4 à 17 ans consultent des professionnels de santé pour ce motif. On nous fait chier pour ça, hein. 0,08%. 0,08% et on nous dit c'est une épidémie. Hein. Ah, puis vous nous fatiguez toute la journée à nous casser les couilles, hein. 0,8%, c'est terrible. Oui. On vous voit partout tout le temps à parler, quoi. Oui. Pénible, les trans. Hein. Attends, comment ça peut être 0,8% alors que nous, partout où on va, il y a des trans partout? C'est un biais de sélection. C'est que 0,8% dont 0,4% dans ce chat et dans les endroits où on va, quoi. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est le plus grand des transphiles. Moi? Raz? Bah non, mais moi j'ai choisi mon trans, j'en ai pas besoin d'autres. Hein. Je suis le seul trans autorisé. Il y a Moufette maintenant. Oui, il y a Moufette, c'est vrai. Il fallait un peu de la parité, quoi. C'est vrai que Zawa Prod défonce toutes les statistiques de toutes les entreprises françaises en termes de trans. Hein. En termes de tout. En termes de tout. Là, ça y est, on est officiellement en minorité hétérosexuelle, là. Il y a plus de... Attends. Non. Un homosexuel. Attends. Un trans, une trans. Et homosexuel, les deux. Homosexuels, les deux. On cumule quand même, faut pas déconner. Wissam, Marie, Milan et Yes. L'étard, il est gay, ça fait 4 homosexuels. Non, on est quand même en minorité. Bah non, parce qu'il y a un switch, il y a un placardisé au milieu. Ah. Donc, oui. on revient. Dany, il était dans la team hétéro, justement. Oui, il était on a enlevé, hétéro, on a sauté un hétéro. Pour ça, les gens, ils nous en veulent alors qu'on a viré un hétéro. Bon, bref. En termes de classe sociale, on est largement en majorité prolétaire. Oui. Ça, parce qu'en Bourges... Je suis le seul bourgeois. Ah non, l'étard et moi. Allez, l'étard et Milan, c'est de la petite bourgeoisie de merde. Oui. Il y a 3 bourges. Allez, il y a 3 bourges. Il y a 3 bourges, c'est que prolétariat et voire même sous-prolétariat. On sait en revanche que seul 0,01% entament un traitement. Oui, c'était en fait 0,08% des enfants de 4 à 17 ans consultent, mais 0,01% entament une transition. Donc on a encore moins que ça. C'est vraiment... Les Néerlandais ont en effet été les premiers à prendre en charge les enfants et les adolescents concernés par la dysphorie de genre. Et ils ont développé un protocole de traitement. Dès 2008, des chercheurs néerlandais... Dès 2008 ? Parce que là, ils nous montrent depuis tout à l'heure des photos du 19e siècle. Je suis en mode, mais attends, mais ils étaient en avance les Néerlandais. Non, c'est 2008, ils nous montrent des vieilles photos. Pourquoi ils font ça ? Préconise de bloquer le début de la puberté chez les jeunes atteints de dysphorie de genre grâce à un traitement adapté. Pourquoi ils nous montrent ces gens-là ? Qu'est-ce qu'il a, Qu'est-ce qu'il a, le vieux fou, là ? Alors que je sais pourquoi il y a un marin bizarre, là ? Oui. C'est... Un marin néerlandais. Là, c'est ça, la Hollande de 2008. C'est le flow à la mode Amsterdam. Ouais, en fait, si vous allez en rave party, c'est la mode partout. Hein. Ils ont tous des trucs bizarres. C'est quoi, ils étaient en retard sur la photographie. Oui. Des hormones sexuelles croisées, comme la testostérone ou les estrogènes, peuvent être prescrites afin de développer les caractéristiques souhaitées, à savoir la carrure, la voix et la croissance de la barbe ou de la poitrine. Oui, parce que ce qu'ils disent pas, c'est que la réalité, c'est qu'en vrai, techniquement, tu devrais pouvoir prendre des hormones croisées à partir du début de ta puberté. Sauf que la raison pour laquelle ils bloquent la puberté, c'est pour laisser le temps à l'enfant de se décider, pour voir s'il est vraiment sûr qu'il est trans, tu vois. Donc pour se laisser un temps de réflexion. Et du coup, à 16 ans, t'as pas trop le choix parce qu'il faut quand même un moment que ta croissance reprenne et tout. Et du coup, ils sont en mode, on est un peu obligé de reprendre des hormones. Soit t'arrêtes les bloqueurs et tu reprends ta puberté normale, soit tu prends de la testo ou des œstraux, quoi. Donc tu sais, c'est un truc de... En fait, parce que les bloqueurs de puberté, ça a cristallisé énormément les trucs anti-trans, alors que les bloqueurs de puberté, c'est déjà un principe de précaution. C'est déjà un truc de on n'est pas sûr, on laisse le temps de réfléchir, alors qu'en fait, en théorie, dès que t'es pubère, tu devrais pouvoir transitionner. Oui, mais tu vois, genre, moi, mais bien sûr, je peux envisager, parce que déjà, vous êtes 0,01% en France, tu peux avoir le truc de, à l'adolescence, plutôt que de go in trop deep, de se dire, vas-y,
j'ai envie de passer 1, 2, 3, 4 ans bloqueur de puberté. Et quand je me suis construit mentalement, et ben là, je go in ou je go in pas. Ça paraît quand même une bonne alternative. Ah non, mais je suis d'accord. Mais c'est juste qu'en fait, les anti-trans, ils veulent interdire les bloqueurs de puberté au nom du principe de précaution, parce que si tu mets des enfants trans sous bloqueur de puberté, c'est presque déjà comme si tu les faisais transitionner, quoi. En fait, ils évacuent. Mais justement, parce que les anti-trans, dans tout leur discours, ils évacuent l'aspect on patiente et on voit pour faire croire que c'est déjà aller trop loin que de patienter et de voir. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne fasse pas transitionner des gens, quoi. Certains pays se sont distanciés de cette approche. En Angleterre, en Suède et en Finlande, les bloqueurs de puberté ne sont plus autorisés que dans le cadre d'études cliniques. Pourquoi ? Certains pays ont commencé à se distancier. Pourquoi en Angleterre, ils sont... Ah, peut-être parce qu'il y avait un mouvement anti-trans ultra puissant. Ah, peut-être parce qu'en Finlande, il y a eu un mouvement anti-trans ultra puissant. Ah, peut-être parce qu'en Suède, il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir. En fait, à chaque fois, ils nous disent, parce que ça, c'est vraiment le truc, les pays nordiques, pionniers. Alors, les pays nordiques, ils sont pionniers dans rien du tout. Les pays nordiques, ils sont pionniers dans le fait de stériliser de force les personnes. Ils sont surtout pionniers dans le fait de stériliser de force les personnes trans. Hein. C'est eux qui nous ont donné l'idée de base. Et brûler des églises. Et faire du black metal. Ce qui est, voilà, globalement, les nazis, quoi. Et faire des prisons un peu moins pires. Ah. Si les plus grandes expérimentations, on s'en fout. Oui, c'est vrai. On s'en fout. Oui. Je vais te faire chier. Et des saunas, exactement. Mais ces pays-là ne sont pionniers que dans le fait de forcer la stérilisation des personnes trans. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et alors, c'est les pionniers, etc. Et regarde, ils ont une éducation un peu féministe et non genrée. Ok, d'accord, mais pas sur les personnes trans. Ils sont un petit peu comme en France, en fait. Globalement, ça n'a rien changé. Bref. Mais du coup, on nous les présente comme, regardez ces pays qui sont pourtant à la pointe avancée du wokisme. Ils sont revenus naturellement en arrière. Ils sont vus qu'ils avaient trop... Non, il y avait des mouvements politiques qui ont fait pression. Et en fait, le fait de présenter ça comme un retour naturel en arrière, c'est vraiment déjà empoisonner le puits. C'est Arte Allemagne, quoi. Ça m'énerve. En 2021, une jeune femme a porté plainte contre une clinique londonienne qui lui avait permis de suivre un traitement hormonal lorsqu'elle était adolescente. Elle reprochait à la clinique de l'avoir poussée à prendre une décision trop tôt. Mais voilà, je pense que, soyons sincères, penser de la merde ado sur ton identité et le regretter après, c'est pas forcément étonnant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, on est d'accord que pour protéger les gosses, les ados, et même peut-être protéger les médecins, les bloqueurs de puberté sont la meilleure solution, objectivement. Ouais. Je vais rajouter une petite précision sur ce cas-là. Ah, il a les datas. Allez. On voit les datas. Attends. 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais t'inquiète. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je vais y aller. Il faut savoir que ce cas précis, donc le fameux truc de la clinique Tavistock, etc., c'est une personne qui dit « Oh là là, j'ai été référée mineure à la clinique Tavistock. » Je crois qu'elle a été référée quand elle avait 16 ou 17 ans, sauf que comme les listes d'attente sont longues comme le bras, en fait, on lui a prescrit les hormones quand elle était déjà majeure. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec un cas de mineur trans parce que le temps qu'elle soit vraiment prise en charge et qu'elle transitionne, elle était majeure. Ensuite de 2, du coup, elle n'était pas sous bloqueur de puberté par définition puisque elle a commencé à être prise en charge à partir de 16 ans, à un âge auquel, 16 ou 17 ans, à un âge auquel on ne met pas de bloqueur de puberté parce que la puberté est déjà bien commencée puisqu'on a dit que les hormones ça commence à partir de 16 ans, bref. Et du coup, elle a poursuivi en justice la clinique pour avoir pris une décision irraisonnée alors qu'elle était mineure, alors qu'elle était en fait majeure. C'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste mettre une musique triste. Et donc ce fameux cas a été utilisé pour être monté en épingle absolument partout pour dire ça va trop loin le traitement des mineurs trans alors que cette personne était majeure. Bref. C'est vrai que l'Angleterre il y a eu des dérives à la Tavistock Clinic, on est d'accord. Il n'y a eu aucune dérive, il y avait simplement le fait qu'il y a une personne qui a porté plainte une fois, personne d'autre qui a porté plainte, personne d'autre qui s'est plaint depuis. Mais en plus, attends, blague à part, dans le milieu, non mais même imaginons que ça soit vrai. Ah mais ça arrive, oui. Non mais attends, tu vois, genre imaginons que la plainte serait légitime, que tu aurais eu un médecin à un moment donné qui aurait fait de la merde, qui aurait mal contrôlé, qui aurait peut-être fait prendre des hormones. Je veux dire, les cas d'erreurs médicales judiciarisées arrivent régulièrement dans la médecine. Oui. C'est pas parce qu'il y a des problèmes de médecins qui font de la merde que tu remets en question toute la pratique médicale. Va falloir accepter que peut-être il y a des moments où dans des parcours médicaux de transition, il y a des problèmes qui nécessitent de les judiciariser. Bien sûr. Et que c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire transitionner les gens. Bien sûr, il y a des erreurs médicales sur des poses de prothèses de hanche. On ne remet pas en question le fait de remettre des prothèses de hanche. C'est ça, voilà, exactement. On dit simplement le médecin a fait de la merde. Les gens, vous savez pourquoi ils font des grosses croix dans Dr House sur les jambes quand il y a des amputations ? Parce que des fois ils ont coupé la mauvaise jambe. C'est vrai ? Oui. Non ? Mais ça me fait rire l'idée de me couper la mauvaise jambe. Ah oui, mais du coup, on n'arrête pas de couper des jambes pour autant parce qu'il y a quelqu'un, on fait des croix sur les jambes. Bah oui.
Mais c'est le même principe. La mauvaise jambe. Mais encore une Sauf si on fait la croix sur la mauvaise jambe. Oui, bah alors là, c'est vraiment... Là, tu mérites vraiment de perdre ton métier. Mais en plus, le cas de la clinique Tavistock, il est hyper intéressant parce que c'était une clinique qui était centralisée sur Londres. Et en fait, qui centralisait toutes les demandes de la région de Londres. Sauf que la région de Londres, c'est quand même une des régions les plus peuplées d'Angleterre, si ce n'est la plus peuplée d'Angleterre, parce que c'est littéralement la capitale. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il n'y avait pas de suivi qui était possible parce que, comme je vous disais, les listes d'attente sont longues comme le bras. Le temps que quelqu'un arrive, alors pour avoir ton deuxième rendez-vous, c'est le bordel. Et en fait, le problème de Tavistock, c'était surtout qu'il n'y avait pas assez de moyens pour absorber toute la demande. Et quand je dis toute la demande, c'était pas une épidémie de trans, hein. C'est juste que c'était quelques centaines d'enfants du coup qui pouvaient pas être pris en charge correctement, quoi. Après une enquête et plusieurs plaintes d'anciens patients, ils accusaient les responsables. Non, plusieurs plaintes, il y a eu une plainte et après il y a un cabinet d'avocats qui, pour faire sa pub, a dit « Je peux vous trouver 1000 personnes qui vont poursuivre en justice », parce que 1000 personnes, ça correspondait aux 1000 familles, en fait, enfin 1000 personnes qui avaient consulté depuis l'ouverture de la clinique, et ils ont trouvé personne. Donc non, il y a une personne qui s'est plainte. D'avoir prescrit des bloqueurs de puberté et des traitements hormonaux sans suivi adapté. Oui, et le problème, c'est que le suivi n'était pas adapté, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'ils avaient traité des enfants trans, le problème, c'est qu'il n'y avait pas les capacités de suivi, et que ce qu'aurait dû faire la clinique Tavistock, c'est d'avoir des meilleurs moyens, ou alors d'ouvrir d'autres cliniques pour prendre en charge les enfants trans, éventuellement. Sauf qu'en fait, comme globalement, ce qui a fait chier les gens, c'est que globalement, que les enfants transitionnent et pas qu'ils soient pas bien pris en charge, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont dit, du coup, rien, voilà. Il y a eu presque 5000 demandes par an, ce qui était énorme. Ils ont vu et des médecins qui répondaient très vite à la demande. Ils ont mis sous bloqueur. Pourquoi elle ment ? La liste d'attente à Tavistock, c'était 2 ans. Tu te mettais sur liste d'attente, t'étais sûr d'être majeur et du coup d'être référé ailleurs après. Genre, allô ? Bref. Des jeunes, très très vite. On ne met pas une puberté sur pause. Ça s'appelle une castration chimique. Qu'on ne met pas sur pause, c'est qu'on enlève les hormones. On empêche... Si. On le fait pour beaucoup de personnes. On le fait pour des enfants qui ont une puberté précoce. On le fait pour des enfants qui risquent d'être trop grands. D'ailleurs, il y avait un thread assez intéressant d'Alexandre Jaffari qui a lu un bouquin qui s'appelle La très grande taille au féminin. Donc j'ai fini le chapitre sur la limitation de la croissance à l'adolescence. Je suis choqué. Ça fout les ados à poil pour examiner leur potentiel de croissance. Une femme de 47 ans s'est lui proposer de se faire scier les tibias et avant-bras pour freiner la croissance. Et en gros, c'est violent. En fait, c'est tout un bouquin. Des pédiatres proposent sans sollicitation de déclencher les règles par traitement car la gamine est trop grande. Ça préconise d'arrêter le sport car ça fait grandir. Des spécialistes sont giga autoritaires avec les familles et poussent à la prise de traitement. Plusieurs femmes adultes ayant suivi ce traitement sont victimes de problèmes hormonaux et ou articulaires. En fait, les trucs de bloqueurs de puberté, de manipulation de la puberté, etc., c'est déjà ce qu'on fait aux femmes cisgenres. C'est déjà, quand t'as une puberté précoce, on te met sous bloqueur de puberté. Si jamais t'as une courbe de croissance qui risque d'être trop grande, du coup, on te déclenche de force ta puberté alors même que c'est trop tôt. Parce que tu comprends, tu risques d'être trop grande et qu'une femme trop grande, quand même, c'est pas normal. Bref, il a fait un thread un peu plus long sur ce bouquin là, La très grande taille au féminin, qui parle justement de comment aussi dans le monde de la médecine on a développé plein de trucs, souvent sans le consentement éclairé des personnes et avec beaucoup de pression sur le genre pour contraindre les filles à pas trop être trop grandes, quoi. Vas-y, tu peux parler. Est-ce que c'est pas du coup contre son camp de dire regardez, on torture des gens avec cette méthode, donc ça existe déjà. C'est que là ça veut dire oui, non mais ça veut dire oui, Cassandre, effectivement, des femmes biologiques subissent la blocage de puberté, ce traitement immonde et invasif de castration chimique. Voilà pourquoi nous ne voulons pas le faire subir à nos petits adolescents. Sauf que c'est pas de la castration chimique. Non, mais alors que le vrai argument c'est de dire c'est utilisé pour des trucs mauvais, autant l'utiliser pour des trucs où les gens ils en ont vraiment envie. Non, c'est aussi utilisé pour des trucs bien. Mon argument c'était que les bloqueurs de puberté sont déjà utilisés sur des personnes cis, parfois de façon légitime. Pour justement, quand tu as une puberté qui se déclenche trop tôt parce que tu as des déséquilibres hormonaux, etc., ça te permet justement de pas avoir une puberté qui se déclenche trop tôt. Ou alors, il y a aussi des gens qui se font foutre sous hormones et qui se font déclencher leur puberté pour des raisons totalement patriarcales, etc. Et qu'en fait, globalement, le problème, c'est pas que les bloqueurs de puberté sont une castration chimique honteuse, c'est que vous voulez pas que les gens transitionnent. Ça dérange pas de filer aux meufs cis une pilule contraceptive pleine d'hormones alors qu'elles kennent pas. Oui, surtout que les meufs cis, dès qu'elles ont de l'acné, on leur fout sous pilule contraceptive. Ça, c'est fou, ça. Comme beaucoup d'acné, en fait, sont liés à la puberté et sont hormonales, on dit on va direct réguler les hormones, comme ça va te calmer l'acné, quoi. Oui, voilà, pour niquer la puberté. Oui, c'est ça.
La preuve, on les entend jamais sur les enfants intersexes. Bah après, ça c'est toujours l'argument un petit peu gotcha, tu vois. Moi, je préfère l'argument de désolé, parce que les enfants intersexes, c'est des mutilations et c'est des traitements indignes. Pareil sur l'exemple de la grande taille, c'est des traitements indignes et c'est des traitements parfois non consentis, parfois forcés, etc., etc. Et là, en l'occurrence, quand on parle de bloqueurs de puberté, on parle de trucs qui sont employés déjà sur des personnes cis de façon totalement bénigne, totalement normale, et qui ne sont pas de la castration chimique en fait. C'est juste, cette femme ment. Cette femme est une menteuse. En plus, c'est des hormones non bioidentiques, la pilule, genre progestative de synthèse. Je sais pas, ouais, je crois, je sais pas, je ne connais pas bien. Progestative de synthèse, ouais, j'avoue. Ils veulent pas que les enfants trans, cis et intersexes exercent un droit sur leur propre. En fait, c'est ça, c'est que globalement, on dénie à tous les enfants, qu'ils soient trans, qu'ils soient cis, qu'ils soient intersexes, le droit de déterminer ce qu'ils veulent faire de leur corps. Et le droit de le faire sans aucune pression extérieure pour les amener vers une normalité. Quoi. Moi, j'ai dû attendre 18 ans pour me faire des piercings et tout. Moi, je trouve que c'est indécent si on laisse les adolescents transitionner, mais qu'on n'a pas le droit de faire de piercing ou de tatouage. L'augmentation des hormones à l'adolescence et les jeunes qui sont sous bloqueur vont presque à 100% vers les hormones croisées. Et donc voilà, et c'est ça qui l'embête. C'est pas que les bloqueurs de puberté sont une castration chimique ou c'est pas quoi, c'est que les jeunes qui sont sous bloqueur de puberté, bah ils sont vraiment trans. Et ils vont vraiment transitionner après. Et c'est ça qui l'emmerde, c'est qu'elles veulent pas que les gens transitionnent. Mais du coup, ce qui est complètement con dans sa tête, parce que du coup, tout ce que ça va créer, c'est qu'elle va les faire transitionner plus tard, donc ils vont plus galérer à transitionner. Oui. Limite, si tu voulais avoir un esprit un peu cynique, tu pourrais dire qu'elle va forcer les gens à avoir encore plus d'opérations invasives du coup. Oui, c'est totalement ça. Et qu'à la limite, si elle est un peu angoissée par ça... Mais parce que elle, les trans, ça la dégoûte. Parce que les trans adultes... Parce que dans son monde, il n'y aurait que des trans adultes. Sauf que comme les trans adultes, bah, c'est des adultes, ils n'ont pas l'innocence de l'enfance, du coup on peut dire que c'est des pervers sexuels qu'il faut éradiquer. Les enfants, c'est les enfants, il faut les protéger. Bah ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est protéger enfant jusqu'à ce que tu choisisses entre changer d'avis et être une bonne personne et transitionner à être un pervers. C'est ça. Prescrit depuis longtemps des bloqueurs de puberté sous forme de médicaments. Oui, merci. C'est pas comme s'ils venaient d'arriver sur le marché et qu'on n'avait aucune expérience sur le sujet. La seule innovation, parce qu'à chaque fois ils disent oh là là, c'est des traitements expérimentaux, on n'a pas de recul. Si, on a du recul, on sait ce que ça fait sur ton corps. Le seul truc sur lequel on n'a pas de recul, c'est qu'est-ce que ça fait sur est-ce que les personnes trans qui les prennent vont transitionner après. On commence à avoir de plus en plus de recul d'ailleurs, parce que ça commence à faire quelques années qu'on les prescrit les bloqueurs de puberté, s'il vous plaît, mais encore plus longtemps pour les personnes cis, donc c'est oui. L'évolution n'est pas irréversible. L'approche anglaise a toujours été différente. Elle préconisait, presque indépendamment de l'âge, de bloquer la puberté, y compris chez des patients de 16, 17 ou 18 ans. Oui, ce que faisaient les Anglais, ils disaient « Ah, t'as 17 ans, on va te mettre sous bloqueur de puberté. » Ah bah non, attends, j'ai fini ma puberté en fait. 17-18 ans, c'est bon, tu peux commencer à transitionner quand même. Mais c'est là que c'est allé. Genre à 14 ans, vas-y, je capte que, vas-y. Mais c'est là que tu vois l'absurdité de tout centrer sur les bloqueurs de puberté, c'est que les bloqueurs, c'est pour attendre jusqu'à tes 15-16 ans. Et encore, moi, bon, bref, moi je suis pour l'hormonothérapie directe, mais bref. Mais why not, tu vois, on pose, principe de précaution, etc. Sauf que eux, ils filaient des bloqueurs à des gens qui avaient déjà fini leur puberté. Donc c'est totalement débile, en fait, c'était de la torture. 0,08% des adolescents entament un parcours de santé pour une condition pouvant s'apparenter à une dysphorie de genre. Et seulement 0,01% démarre une transition. Il y a donc un écart important. Il faut surtout voir le nombre d'adolescents qui s'identifient trans. Et là, par exemple, pour la France... Voilà. Oui, d'accord, ok, ils sont pas nombreux, mais il faut voir quand même qu'ils s'identifient comme trans, et trans, c'est pas bien. Et je pense que pour l'Allemagne, ça sera même un peu plus. C'est 3%, ce qui est énorme. 3% s'identifient. Ça veut dire qu'ils ont pour l'instant peut-être pas fait, mais ça veut dire que la population augmente. C'est pour ça que tous les médecins... Elle, ce qui l'emmerde, c'est qu'il y a des gens pas normaux. Elle a dit, en France, il y a 3% de personnes qui s'identifient comme trans, ce qui est, même s'ils ne font pas tous une transition médicale. Bah alors, c'est quoi le problème? Si t'as des non-binaires qui disent, je suis trans, c'est quoi ton problème? Ah, ton problème, c'est que c'est des gens un peu bizarres. Ton problème, c'est que c'est un peu des frics. Ton problème, c'est que c'est un petit peu... c'est un peu trop pédé pour toi. De toi. Oui. C'est qu'elle, elle veut pas que les non-binaires transitionnent. Oui. Et toi, tu veux qu'ils transitionnent. Oui. Vous avez une NB-phobie, Némésis, c'est le yin et le yang. Oui, on a vraiment l'opposé en... C'est ça. Ouais. Les psychologues se sont alertés ces 3-4 dernières années parce qu'on a vu l'augmentation de ceux qui voulaient. Donc, nous craignons, nous avons craint la réponse. Sachant que l'augmentation des mineurs qui veulent transitionner, ça veut dire qu'avant, il y en avait 0 parce que c'était interdit, et maintenant, il y en a 30, littéralement.
médicale qui était une réponse transaffirmative. On est pour l'autodétermination de l'enfant. S'il le dit qu'il l'est, il l'est. Et donc, nous l'accompagnons. Ils ne veulent pas interroger la demande. On ne donne pas automatiquement une réponse Le fait affirmative. de croire qu'il y a des gosses qui sont en mode « je suis trans » et que rien dans le monde n'interroge leurs prétentions. Oui, alors que C'est vraiment, genre, littéralement, c'est le quotidien les gens d'être qui les, interrogé qui les sur ça. traitent de sales pétés, de sales traves dans la cour de récré interrogent littéralement leur désir de transition, je sais pas. Et puis même toi-même, tu t'interroges toi-même. Enfin, Bah je sais oui. pas, genre on dirait vraiment qu'il y a des gens genre « ah bah je suis trans, bon, bah, je suis trans ». Oui, genre. Tu sais, enfin, genre on est d'accord, enfin, intimement, Bah oui. c'est quand même un T'as des truc doutes. de fou. Genre quand tu vois les gens casse-couilles qui passent 8 ans à angoisser de se faire un tatouage, Ah ouais. pour transitionner, ça doit être des angoisses aussi, hein. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est parce que, mais même littéralement, le fait de devoir prouver à ton psychiatre que t'es sûr que t'es trans, que t'as toujours voulu t'arracher la bite avec un couteau, tellement voilà, tu voulais jouer avec des Barbies depuis que tu avais 1 an. Et en fait, tout ce truc-là, en fait, ça faisait tout le truc où on t'est obligé à passer par un psychiatre et à donner un discours normatif, ça faisait que si t'avais le moindre doute, tu pouvais pas en parler. Mais c'est ça le PB aussi. Et donc en fait, parce que les doutes c'est normal, ça veut pas dire que t'es pas trans, ça veut pas dire que tu l'es totalement, tu vois. Mais genre tu sais, t'as un truc de même le... En fait, et les anti-trans instrumentalisent l'impossibilité qu'ils ont induit. Parce que c'est les anti-trans qui ont décidé qu'il fallait prouver au psychiatre que t'étais pas malade mental, que t'étais, etc. Et qu'on fait en sorte que 75% des personnes finissent par pas transitionner. Bref, encore une fois, je vous renvoie à l'article qu'on vient de lire. Comme les anti-trans, ils ont créé cette situation où on ne pouvait pas faire confiance pour partager nos doutes. Bah du coup, ils disent, et du coup, s'ils ont un doute, ils ne peuvent pas en parler. Bah oui. Bah on aimerait bien en parler de nos doutes, mais sauf que vous nous en empêchez parce que dès qu'on parle de nos doutes, bah du coup vous nous dites ok au revoir, t'es pas trans, je vais plus te parler. T'es en mode ouais mais j'ai quand même envie de parler à mon psy en fait. Mais à mon sens, c'est devenu une façon pour nos détracteurs de nous critiquer. Vraiment. Et de nous accuser de ne pas remettre en question le ressenti des jeunes, de ne pas émettre de diagnostic différentiel et de diriger immédiatement tout le monde vers l'hormonothérapie. Et ce n'est pas tout. Ça veut dire qu'on remet en question le fait que les patients puissent avoir raison. Il y a en permanence un bruit de fond qui suggère qu'il ne s'agit pas d'une véritable dysphorie de genre. Et ça, il se base beaucoup sur des études en mode regardez le pourcentage de personnes qui ont une incongruence de genre et qui finissent par grandir dans leur genre assigné, tu sais. Et en fait, quand tu prends ces études-là, c'est des études sur des enfants homosexuels ou des enfants un peu tomboy. Mais qui se sont jamais identifiés comme trans, hein. Mais c'est juste qu'ils sont un petit peu genre, tu sais, ta fille elle est un peu masculine, tu vas l'emmener voir un psy, et après bah, l'étude elle montre que bah, quand ton enfant elle est adulte, elle devient une vraie fille. Mais elle a jamais dit qu'elle était trans ta gosse. Et en fait ils utilisent ce genre d'études pour dire regardez la preuve que les enfants ils vont grandir normalement. Se couper les cheveux courts, quoi. Oui c'est ça, et les parents ont flippé et l'ont envoyé chez le Oh mon psy. dieu, elle est lesbienne, au secours. Qu'en pensent les personnes concernées ? Ah, Julia enfin. Monroe est une activiste qui souhaite informer sur les transidentités. Je suis une femme transgenre et je suis consultante diversité de genre pour le gouvernement allemand et les fédérations sportives. Julia avait la vingtaine quand elle a découvert le concept de transidentité. Elle est bien sûr doublée par une voix d'homme, bien évidemment. Bien évidemment. Mais attends, mais c'est de la folie ça. Ah non, mais mais c'est le niveau de systématique, hein. transphobie d'Arte. Arte Allemagne, hein. Toujours Arte Allemagne, hein. Ils font tout le temps ça. Non, le documentaire, le truc, il est turbo-transphobe, les gens. Ah oui, non, mais oui, c'est. Déjà, c'est dingue, hein. la grande partie de la parole est donnée à la médecin Oui. transphobe, là. Ils remettent jamais en question les dingueries qu'a dit sur Tavistock alors que c'est de la foule des informations. Genre, ils ont fait aucune recherche en fait. C'est parce qu'il faut rester neutre, vous comprenez. Pour faciliter la vie des jeunes trans, Julia les oriente vers des lieux où ils peuvent obtenir de l'aide, comme le centre Anyway de Cologne. Les trans sont en danger, on doit les protéger. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est de la folie. Je sais Quoi? Mais ils ont vraiment décidé de mettre une voix de mec sur Ah oui. chaque meuf trans qui apparaît. Oui, littéralement. C'est. Ouais. Ouais. ce que je vais écrire. La diversité est un fait, l'inclusion est un acte. Beaucoup d'adolescents du Ça pue la centre merde, ont tout ça, entamé par une contre. transition Donc slogan pue la merde. Oui, c'est. Peut-être que c'est plus stylé en allemand après, je sais pas. Hein. dans laquelle Attends. Mais ça se trouve, ça rime en allemand, on sait pas. T'es Hein. en train de dire que une quelconque phrase peut être plus stylée Oui, en allemand. d'accord, tu m'as convaincu. thérapie joue un rôle central. C'est le cas d'Aliena, 19 ans, qui s'est lancée il y a 3 ans. J'aimais pas mon physique plutôt masculin. Ou plus exactement l'évolution de mon corps. Et l'apparition de caractéristiques masculines. C'est de la folie pure. Ah ouais. Mais tu sais, à chaque fois, même quand on regarde des trucs qu'on avait regardé Transparent,
Quand on avait regardé en VF, la VF, pareil, c'était doublé par un mec. Ah ouais, c'était horrible. Il faisait aucun effort en plus. Oui, c'était vraiment en mode... Oui, je parle avec ma voix normalement, car je suis un homme, bien évidemment. Genre, c'est vraiment... Alors que même la voix de Jeffrey Tambor, il essayait d'avoir une voix un peu plus aiguë. Enfin, genre, bref. Même s'il est problématique. Oui, même s'il est problématique et que c'est un chaser un peu pointeur, mais bref. J'avais la barbe qui commençait à pousser. Et je me sentais mal à l'aise avec beaucoup de choses. Ah ouais, j'espère qu'il va y avoir un mec trans pour voir ce qu'ils font. Ah ouais. Tout ça a ensuite changé avec les hormones. Ma barbe n'a pas disparu avec l'hormonothérapie, malheureusement. En tout cas, pas totalement. Remboursement de l'épilation laser pour les jambes. Mais là, t'as de moins en moins de centres. Je sais que sur Paris, t'as quasiment plus aucun centre qui fait des épilations remboursées. Pourquoi il y a que en Allemagne. Ah oui, c'est vrai, en Allemagne aussi, c'est pas remboursé, non? C'est peut-être doublé par une meuf trans. Connaissant quelques meufs trans qui font du doublage, vous inquiétez pas que leurs techniques vocales, elles sont on point pour avoir une voix plus féminine. Hein. Genre, vous savez qu'on peut faire de l'orthophonie pour avoir une voix plus féminine. Mais ça, sur ça, les mecs trans, vous trichez tellement. Oui. Après, en vrai, il y a des mecs trans qui pourraient faire de l'orthophonie, mais c'est juste que les mecs trans, on a l'option de la flemme. C'était en mode bon, au pire, j'ai une voix Toi, t'as traîné ta voix? Non. Parce que toi, t'avais une voix qui était indécemment aiguë. Oui. Les chanceux l'ont déjà entendu en stream. Oui. La voix de Cassandre Prétesto, c'est impressionnant la différence. Ouais. Depuis la campagne pour assister aux 12 séances de thérapie qui permettent de commencer un traitement hormonal. 12 séances de thérapie pour commencer un traitement. Wesh 12 séances 12 séances. Genre si t'en fais une par mois, c'est 1 an d'attente. Hein. Mais en fait, c'est ça qui me tabasse et qui sont en mode est-ce que ce n'est pas un peu prématuré de prendre en charge des mineurs? Et là, la mineure en l'occurrence, elle a quoi? 16-17 ans. Elle doit faire 12 séances de psychothérapie avant d'éventuellement commencer à avoir des hormones. Et encore, hein. Parce que les traitements hormonaux qu'on impose aux meufs trans, souvent, on te met juste sous bloqueur de testo pendant plusieurs mois, sachant que si tu supprimes toutes tes hormones, donc en fait si t'as produit juste de la testo ou qu'on te supprime la testo, c'est ultra dangereux pour ton corps. Et après on te file de l'œstro, et après la progestérone, on verra plus tard. Genre c'est vraiment genre les meufs trans, on leur file les hormones au compte-gouttes. C'est incroyable. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas trop prématuré? Et quand même c'est un petit peu bizarre, hein. Elles ont pas totalement un passing. Bah oui, vous leur filez pas les bonnes hormones. Mais du coup ça doit être full marché noir là-bas, non? Oui, même pas que, mais en France aussi t'as beaucoup de marché noir, hein. En vrai, rien que pour les injections, tu vois. Rien que le fait que les injections soient pas remboursées en France, et que t'es obligé d'être sous des pilules, des patchs, etc. Parfois le patch il arrête d'être produit, tu sais pas pourquoi. Enfin, genre, C'était incroyablement libérateur. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Mon visage est plus rond, ma poitrine s'est développée. Non mais vraiment. Mon visage est plus rond et ma poitrine est développée. Non mais là les gens, mais en plus vous entendez la voix de la meuf. Oui. Genre ça se voit qu'elle a une voix plus douce, plus aiguë. Fait exprès, c'est même pas les mêmes mecs. Oui. Ils ont pris plusieurs mecs différents. Oui. Ils se sont dit, attends, lequel a la voix la plus grave parce que, on sait jamais. Hein. Seule Aliena s'interroge parfois. Est-ce que tout ça n'était que dans ma tête? Ça m'arrive de me poser la question. Je suis désolé, moi je trouve pas qu'elle dise qu'elle doute. Genre là, elle fait part des doutes normaux que t'as quand t'es trans. Même quand t'es le plus sécure dans ta tête, que t'es en mode ouais, etc., t'as toujours un petit moment où tu dis est-ce que je suis pas fou? Moi qui étais vraiment genre en mode j'ai fait les choses. Sexuel, non, mais j'ai fait les choses vraiment pas à pas, je me suis laissé le temps de réfléchir, de machin, de. Enfin voilà quoi. Et genre même là, même en commençant la testo, même quand je suis allé voir mon médecin généraliste pour commencer la testo, j'avais vraiment un discours en mode non mais puis bon, ça se trouve je vais vouloir arrêter, je sais pas, etc. Et pendant très longtemps, moi quand j'allais voir ma psy, à chaque fois c'était en mode chaque injection, je me garde l'idée dans la tête que ça pourrait potentiellement être la dernière, ça se trouve c'est pas pour moi. Après tu disais vraiment... ça pour que ta psy elle le répète, non? Non, c'était vraiment... Ah non, j'avais pas besoin. Non, c'était pas pour essayer de rassurer les gens. Parce que t'avais tellement intégré que pour rassurer les gens autour de toi, fallait dire que peut-être tu continuerais pas, que tu le disais un peu à tout le monde. Peut-être, hein. Mais après, c'était aussi. Non, c'était plutôt pour donner des gages que j'étais pas fou. Et que j'étais pas malade mental et que j'étais pas inconsidéré. Parce qu'en fait, c'est vraiment des trucs que je pensais, tu vois. À chaque injection, j'étais en mode. Tu sais, genre, même quand je loupais 1 ou 2 jours, j'étais en mode peut-être, on sait pas, etc. Tu vois, genre.
Mais peut-être que je sursignifiais pour montrer aux gens que j'étais bien rationnel et que j'étais pas... Non, mais peut-être. Hein. Ouais, gage de respectabilité un peu, ouais, je sais pas. Mais après, c'est vraiment un truc que je pensais, donc... Mais tu vois, c'est pas pareil de le dire. Mais en fait, c'est toujours bizarre de faire part de tes doutes à des gens qui seront potentiellement hostiles ou qui vont potentiellement l'utiliser contre toi. Genre, par exemple, je le disais jamais à ma mère, par exemple. Genre, déjà, je lui disais pas pour les hormones, tu vois. Donc, mais genre, tu vois, elle, je lui aurais jamais dit parce que je sais qu'elle aurait pu l'utiliser. Non, justement, je le disais à des gens qui pouvaient pas l'utiliser contre moi, quoi. Que je faisais confiance aux gens à ne pas de l'utiliser. confiance. Ouais, c'est ça. Quel droit défendez-vous? Je pense effectivement que des guidelines transaffirmatives ne respectent pas le temps de l'enfance et de l'adolescence. Elle parle beaucoup trop dans ce reportage de merde. Oui, à chaque fois, c'est elle qu'on va demander. Mais parce que c'est Arte Allemagne, ils ont besoin de donner des gages. Alors, on va interviewer des trans, du coup, on va donner un petit peu plus de temps de parole à la transphobe, quoi. Il vient plaquer sur l'enfant un désir de l'adulte. L'adulte ne peut pas répondre à toutes les demandes de l'enfant. Et je crois... Tu vois, c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc de... le temps de l'enfance, en fait, c'est les adultes qui calquent leur temps d'adulte sur les enfants, vous comprenez? Sauf que, genre, je suis désolé, mais le temps de l'enfance, c'est un temps très court. Et le temps de l'adulte, c'est un temps très long. Donc, en quoi, toi qui dis les enfants, ils vont trop vite, c'est plaquer un temps d'adulte sur les enfants, de les faire transitionner, alors que par définition, l'enfance, c'est court. In fine, elle défend le fait qu'en tant que professeure de psychopathologie, elle veut garder les trans dans son giron de contrôle. Et que comme pour elle, elle traite les pathologies, elle veut continuer d'avoir le discours médical sur les trans et donc le discours de la pathologie, quoi. C'est dommageable aussi pour l'enfant. Moi, je pense que cette médecine transaffirmative, c'est une médecine qui est fondée sur la compassion. Et ce qui est fascinant, c'est que le mec, il lui pose la question de les pro-trans, ils disent les droits des enfants à l'autodétermination, vous défendez quoi comme droit? Elle dit non, mais les trans affirmatifs, c'est pas bien. Genre, tu sais, elle est incapable de répondre à la question même. Mais la compassion, est-ce que c'est le propre des adultes et des médecins d'être dans la compassion pour les enfants? Eh ben, toi, t'es con avec passion. Bah, en tout cas, clairement, elle est pas dans la compassion avec les trans. Hein. Moi, je suis dans la compersion avec les trans, même si vous êtes 0,2% et que vous nous cassez les couilles. Bordel, les trans. En fait, Raz, il y a des moments où on est à la maison et il dit les trans, bordel. Et genre, il a des accès comme ça, les trans. Et parfois, ça le prend comme ça et je l'entends de l'autre bout de l'appart et je suis en mode, tu sais qu'ils vont croire que c'est vrai. Hein. Il y a un accès comme ça. Oui, bah toi, tu cries les dromadaires. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre, observer et tenter d'accompagner ces enfants par la psychothérapie pour que, entre guillemets, ils se réconcilient avec leur sexe biologique? Une thérapie de conversion. Au lieu d'adapter le corps au ressenti, pourquoi ne pas essayer d'adapter le ressenti au corps, sans passer par un lourd traitement médicamenteux? Pourquoi on peut pas tout simplement changer la tête des gens, en fait? Pourquoi tu peux pas genre juste leur refaire le cerveau? D'être homosexuel aussi. Bah ouais. Même il pourrait arrêter d'être de gauche. Mais comme c'est des informations électriques qui passent dans le cerveau, on pourrait utiliser l'électricité pour leur refaire genre on mettrait des électrodes sur la tête. Ouais, c'est ça. Et si ça marche pas, on pourrait leur enfoncer des aiguilles dans le cerveau à terme au cas où. Ouais, on sait jamais quoi. Non mais c'est vraiment ça c'est vraiment les trucs pour... Genre c'est vraiment... moi je propose... On vient leur hacker le cerveau comme ça, ils nous font plus chier avec leurs trucs. Au pire, tu les laisses transitionner, ça fait de mal à personne. C'est le problème de voir la transition sur l'angle de la dysphorie. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu traites ça sous l'angle de la souffrance, il y a deux façons de régler la souffrance. Soit de permettre à la personne de transitionner, soit d'essayer de la convaincre d'arrêter de souffrir. Et c'est pour ça que c'est le problème. Moi, c'est pour ça que ça me fait chier à chaque fois quand on dit la dysphorie de genre. T'es en mode non, mais la dysphorie, c'est ce que tu me causes quand tu m'empêches de transitionner, en fait. Donc laisse-moi tranquille. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure solution? C'est ce qui a été tenté par le passé avec de très mauvais résultats. Oui, en plus, c'est vrai, c'est ce qu'on fait depuis le début. En fait, le truc, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire oui, les trucs transaffirmatifs, c'est ultra récent et expérimental. Oui, c'est tellement récent et expérimental qu'avant, on faisait comme vous et ça marchait pas et les gens, ils se flinguaient en fait. Donc, ou alors, ils se démerdaient quand même pour transitionner dans leur coin et sans avoir recours à la médecine. Wow, bravo quoi. Aller jusqu'aux thérapies de conversion. La thérapie de conversion, c'est lorsqu'on essaie de soigner par la psychothérapie certaines conditions identitaires, telles que la dysphorie de genre ou jusque dans les années 70, l'homosexualité. Pourquoi jusque dans les années 70? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Encore aujourd'hui, il y a des thérapies de conversion. Vous vous foutez de ma gueule? Il y a une loi qui est passée en 2021 pour les interdire. Ça veut dire que c'était encore autorisé. Et la loi, elle n'est pas très appliquée d'ailleurs. C'est vraiment jusque dans les années 60. À l'époque, on traitait mal les pédophiles. Mais ça, c'est fini, hein, vous inquiétez pas. Non, mais les gens, ils aiment trop faire croire que les pédophiles ont gagné. Ah ouais, non, c'est trop maintenant, les pédophiles, c'est les plus misogynes. Ils ont plus de thérapie de conversion. Ils subissent plus rien. Ils sont que dans le privilège. Oui. Il y en a même encore en Allemagne publiquement. Oui.
Bah, c'est pas pour rien qu'il y a une initiative européenne pour interdire les thérapies de conversion dans toute l'Union européenne, c'est que c'est pas interdit dans toute l'Union européenne. Elle est aujourd'hui interdite en France et en Allemagne, mais reste d'actualité dans de nombreux pays européens. Nous ne pouvons pas accompagner une demande, il faut l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être trans? Et là, vous arrivez à déceler des choses très profondes chez les jeunes. En fait, la psychothérapie, c'est débattre avec un gosse de c'est quoi être un homme et c'est quoi être une femme. Bah putain, c'est vraiment les debates. Tu sais, ouais, t'es en séance podcast et debate bro avec cette meuf. Hein. Pauvre, cette meuf débat avec toi de la féminité. Hein. Vous savez qu'il y a des accusations de thérapie de conversion sur les psychiatres et les psychologues qui interrogent la demande. On dit mais non, il ne faut pas, interroger, il faut accompagner. Et pourquoi tu veux interroger? Nous aussi, on va t'interroger, tu vas voir. C'est quoi le problème que les gens ils soient trans? La pression causée par la souffrance ne cesse d'augmenter. Et on constate souvent l'apparition d'un stress psychique important, qui se manifeste par la dépression, des angoisses sociales, voire des comportements autodestructeurs. Je comprends pourquoi elle le fait, mais tu sais, c'est vraiment un truc de... Mais il souffre vraiment! Bah oui. C'est de la vraie souffrance, hein. Bah en fait c'est que... Mais c'est logique, là, dans un traquenard, c'est normal aussi. Dès que tu portes un regard adulte sur les enfants et sur leur identité, c'est au travers du biais, encore une fois, de la protection. Donc forcément, le langage de la souffrance va être le premier, même si c'est pas surtout on en revient au fait que faire des trucs aussi vénères que transitionner, faut le faire si t'as mal, quoi. Oui. Si tu vas bien, mais que tu le fais en étant... mais moi je vais bien, j'en suis sûr, mais je vais très bien... En vrai, je souffre pas tant que ça, mais je sais que j'ai envie de le faire et que je veux le faire. Bah, c'est en mode, mais bah non, si tu souffres pas, le fais pas. Oui, bah tu sais, il y a un truc, mais non, mais laissez-moi tranquille. Est-ce que je peux ne pas tant souffrir que ça et le faire quand même? Bah oui, y a pas de problème. La souffrance de la dysphorie s'atténue en grande partie par le cercle social plutôt que le mindset. Bah oui. En fait, le problème de la dysphorie, c'est que c'est une question sociale. C'est que la dysphorie, elle part du fait que c'est lié énormément au fait que la société ne te reconnaît pas et ne te traite pas comme tu aimerais être traité, comme voilà. En fait, tu ne peux pas interagir avec la société de la bonne façon. Donc déjà, en fait, moi, ce qui a beaucoup fait que j'ai pas ressenti énormément de dysphorie, c'est que quand j'ai commencé à transitionner socialement, quand j'ai commencé à dire aux gens, appelle-moi comme ci, comme ça, genre moi comme ci, comme ça, j'avais des gens autour de moi qui le faisaient. Et du coup, même si quand j'entrais à la maison, c'était pas pareil, au moins j'avais quand même un espace qui était quand même une majorité de mon espace de vie, c'est-à-dire mes amis et mes études, où j'étais tranquille, quoi, et où j'avais pas à me torturer la cervelle avec ça. Leur corps subit des changements irréversibles pendant la puberté. J'aimerais avoir votre avis sur une étude américaine récente. Ils posent des questions pro-trans à la meuf pro-trans et des questions anti-trans à la meuf pro-trans, tu vois. Non, des questions pro-trans à la meuf anti-trans et des questions anti-trans. Bref. Mais du coup, c'est ce qu'il dit, c'est réel, tu vois. Genre, en vrai, la puberté, c'est violent. Et comme tu disais tout à l'heure, ça fait que tu vas devoir faire beaucoup plus de chirurgie, notamment de chirurgie de féminisation faciale, le truc comme ça, pour défaire ce que la testo a fait à ta structure osseuse, à tout ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Dans les états anti-trans, le risque de suicide et de tentative de suicide est nettement plus élevé chez les jeunes. Pourquoi il y a ces pensées suicidaires? C'est sous-jacent à la transidentité. C'est quelque chose... Bah non. On vient te dire que dans un état pro-trans, il y a moins de trucs suicidaires et dans un état anti-trans, t'as plus de gens suicidaires. Elle dit non, ils sont suicidaires parce qu'ils sont trans. Ça va avec la transidentité de vouloir se suicider. Bah non. Il t'a prouvé l'inverse, justement. Chez ces jeunes, c'est pas le fait de pas transitionner. Ces pensées suicidaires sont parce que ce sont des jeunes en dépression. Donc... Et pourquoi ils sont en dépression? C'est vrai, c'est une maladie, la dépression. Attention, c'est une maladie. La dépression, ça n'a pas de cause, pas de contexte, rien du tout. Hein. Ce sont ces jeunes-là, parfois, qui veulent transitionner quand ils vont pas bien. Vous voyez, donc l'argument du suicide n'est pas bon et ça a été utilisé, encore une fois, pour la promotion de la transition médicale. Voilà. Donc lui donne une preuve de différence et dit « Non, mais l'argument arrêtez de me faire chier avec le suicide. Parce que vraiment, c'est ce que vous essayez de nous culpabiliser, alors que vraiment, arrêtez de nous parler de ça. » C'est vraiment sa réponse, c'est arrêtez de me parler de suicide. Alors on a tué combien de trans? Bonne question. Elle dit que t'es dépressif, donc tu vas croire que t'es trans. Sauf qu'en fait, non. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs pour beaucoup de raisons. T'as des gens dont leur dépression est liée au fait qu'ils ne peuvent pas transitionner et que du coup, ça les fait souffrir. Qu'on appellerait la dysphorie. Comment faire en sorte que les personnes qui prennent la décision lourde de conséquences de s'engager dans une transition à l'adolescence ne le regrettent pas à l'âge adulte? Le regret. Mais est-ce que c'est si grave de regretter? Déjà, les trans, c'est combien? Retransitionnent. C'est 0,00001%. 0,1. 0,1. Et le nombre de personnes qui regrettent, c'est 0,01. Oui.
Donc tu as 0,1% des 0,1% de personnes. C'est vraiment, là, tu vas chercher très très loin dans les gens qui regrettent. Oui, ils sont 3 et dont 2 qui sont déjà interviewés par Margaret Stern. C'est quoi les chiffres? C'est que tu as plus de gens qui regrettent une prothèse de genou est plus élevé que pour une vaginoplastie. Voilà. Le taux de satisfaction. Pourquoi tu regretterais une prothèse de genou? Parce que ça fait mal, parce que le post-opératoire se passe mal, etc. etc. En fait, déjà, le regret médical est lié pas uniquement au fait que tu regrettes de t'être mis une prothèse au genou. Parce qu'en fait, tu as besoin de cette prothèse au genou pour fonctionner, tu vois. Mais en fait, souvent, les regrets sont liés au fait que la procédure fait mal, que le post-opératoire est douloureux, etc. Qu'il faut la changer régulièrement, etc., etc. En fait, un inconfort général vis-à-vis de l'opération. Et en fait, pour les chirurgies, que ce soit des chirurgies génitales, les complications, les trucs comme ça. Et pour les chirurgies, qu'elles soient génitales, qu'elles soient torsoplastie pour les mecs trans, etc., le taux de regret est bien moindre, alors que Dieu sait que le post-opératoire est compliqué. Mais justement, c'est que... une prothèse femelle, alors que t'es un homme. T'es dysphorique du genou. Non, mon genou est une meuf. Parfois ton mauvais genou était mieux que le genou artificiel, on est loin de cyberpunk. Oui, c'est ça aussi, parfois juste la prothèse elle est nulle. Cyrano il disait aussi la vie est faite de regrets, à un moment donné faut vivre avec. Déjà moi, à un moment, grave d'accord avec cette avis. Il y a des gens qui regrettent d'avoir eu des gosses. Ah ouais. Sauf que ça implique pas eux, ça implique d'autres gens aussi quoi. Et c'est vrai que beaucoup de regrets sont sur l'esthétique, genre par exemple mon torse c'est pas très beau parce que les cicatrices sont très larges, des choses que tu ne connais pas, Cassandre. Can't relate. Mais oui, en fait t'as aussi mais parce que aussi il y a une dimension esthétique dans ces chirurgies là, tu vois. Ça d'ailleurs, les TERF aiment trop prendre des torsoplasties de mecs trans un peu crado, juste post-op direct, où les mecs trans peuvent pas attendre plus de 4 minutes avant de se mettre un selfie sur une plateforme publique. D'un truc pas cicatrisé et font récupérer leurs photos par des TERF. Parfois c'est pas totalement public et elles s'infiltrent aussi. Mais... Ah oui, j'imagine aussi. Il y a des gens qui regrettent de pas avoir transitionné en interminaire. Oui, aussi, oui. Alors que les cicatrices crado, c'est un peu stylé. Bah en vrai, c'est une DA. En fait, faut aussi. Arrête de faire genre, Cassandre. Toi, t'es le flexeur ultime de ta cissexualité de torse, là. Oui, mais j'ai des privilèges. C'est mon privilège twink. Ah ouais, le twink privilège, c'est indécent. Ta vie, c'est du privilège. La bourgeoisie, la twinkerie. Ah ouais. Mais j'avais un bon chirurgien aussi. Ouais, non, mais même arrête. Vas-y, bref. Est-ce qu'il ne subsiste pas un risque? Il y a bien sûr Mon toujours... gosse, c'est moche comme pas possible. Ouais, c'est horrible de dire ça. Mais ça, c'est angoissant. T'as un gosse et là, il est pas beau, il est con. C'est horrible. Hein. Ah ouais. Mais mets-le dans un internat et t'en occupes plus, écoute. Mais attends, mais t'imagines les parents communistes qui ont un gosse qui vote RN? Ah, l'enfer. Putain, le regret. Il y a des cas où on va dire à des patients de 13 ou 14 ans, on ne peut pas établir de diagnostic fiable pour l'instant. On dispose de certaines voies thérapeutiques, de certaines solutions, et on doit décider au cas par cas de ce qui est indiqué dans une situation donnée. En fait, c'est ça le problème, c'est que dès que tu vas poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des gens qui regrettent, tu dis non mais vous inquiétez pas, on a un bon gatekeeping médical et on fait en sorte d'évincer ceux pour lesquels on a un doute. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les transitions des mineurs sont déjà extrêmement filtrées. C'est vraiment genre t'as déjà un truc où tout le monde n'est pas forcément éligible à avoir un suivi de transidentité quand il est mineur. Et les seuls mineurs du coup qui sont éligibles sont vraiment ceux qui ont déjà d'une les parents qui les soutiennent, de deux qui trouvent déjà une bonne équipe médicale, et de trois qui rentrent dans tous les canons parfaits de la transidentité, qui souffrent suffisamment, etc., etc. Bref, des bourgeois. Non, pas que des bourgeois en vrai, parce que c'est remboursé et tout. Enfin, après oui, c'est plus facile quand t'habites pas loin des grandes villes où il y a des bons suivis, notamment Paris. Psychothérapeute qui va décider s'il faut prescrire des hormones et lesquelles. Mais on en discute avec l'endocrinologue et on définit la bonne procédure à suivre. Et en fait, c'est ça qui reconcentre en fait tout sur vous inquiétez pas, les médecins ils savent. Oui, mais parfois non, en fait, parfois les médecins ils sont un peu cons aussi. Hein. De nombreuses études ont été menées pour savoir si les enfants et les adolescents qui transitionnent regrettent leur décision à l'âge adulte. Et alors ? La méthodologie a souvent été critiquée. Oh là là, et alors si en fait, un jour, il faudra handle le fait que des gens regrettent des choses en fait. Et que va falloir arrêter d'avoir une injonction à prendre des décisions qui sont toujours bonnes. Mais surtout là, des fois dans ta vie, tu prends des décisions qui sont game changer dans ta vie et tu les regrettes en fait. Mais attends, mais surtout là, genre, c'est vraiment... ils vont parler du rapport CAS. Quand ils disent la méthodologie de ces études a été critiquée, c'est qu'en gros, tu as eu un rapport d'une chercheuse anti-trans en Grande-Bretagne qui s'appelle le rapport CAS. Merci Technolapin. Oui.
qui a été un rapport en mode regardez, toutes les études sur les trans sont fausses, etc. Et notamment, elle a dit la méthodologie est nulle parce qu'il n'y a pas d'études en double aveugle pour voir les effets des bloqueurs de puberté. Donc, t'as pas d'études. C'est-à-dire qu'il faut trouver pour chaque personne un aveugle qui part avec la trans pour le suivre. Non, mais qu'en gros, on n'a pas fait des études où on donne un placebo pour voir si tu donnais un placebo de bloqueur de puberté, l'enfant il restait pas trans. T'es en mode, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu ne donnes pas de bloqueur de... Enfin, déjà, c'est pas déjà les questions d'éthique. En mode, tu leur donnes des faux bloqueurs et tu vois s'ils restent trans même sans bloqueur. Oui, alors que normalement, quand tu donnes des placebos, c'est pour voir si un truc est efficace. Sauf qu'on sait que les bloqueurs de puberté, c'est efficace. On les donne déjà aux personnes cis. Les études sur les détransitions, leur méthodologie a été critiquée. En grande partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de suivi pour les détransitions. Parce que globalement, les gens parfois changent d'endroit et que c'est très difficile de suivre sur le long terme déjà de base des personnes trans. Mais du coup, les gens, ils ont dit il y a des petits problèmes de méthodologie. Du coup, c'est la preuve que le lobby trans a voulu nous imposer sa fausse science. Et alors ça a été ce qui a justifié de revenir en arrière sur toutes les protections des personnes trans en Grande-Bretagne. De dire que vous n'avez pas filé des placebos pour voir si le bloqueur de puberté, ça marchait. C'est aussi qu'ils sont pas assez nombreux. Du coup, tu peux pas avoir des chiffres qui sont assez significatifs parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Pour les trans, alors que vous êtes 2. Hein. Mais oui. T'as vu là, la méta, maintenant, faut dire LTGB. Maintenant, t'as vu? Non, LGTB. Non. LTGB. LTGB. Putain, pourquoi les lesbiennes, elles sont encore en priorité face à nous? Pourquoi on met les lesbiennes devant, là? Pour décentrer les méchants cis-gays. Oui, c'est ça, exactement, Cyrano. C'est exactement ça. Ah, c'est le truc de... C'est exactement ça. C'est le truc Insta, là, de Kid Ismail, non? Mais il n'y a pas que lui qui dit ça. Mais lui, il a rebondi sur ça, mais en ce moment, c'est le discours. C'est vrai que les gays cis, on n'en peut plus. Hein. Et que les gays ne sont que cis, d'ailleurs. By the way. Mais... Oui, mais c'est pas grave. LTGV. Si t'es transpédé, t'as quand même, toi, t'es centré, trans, quoi. T'es TG, quoi. La méthodologie a souvent été critiquée. Certains ont considéré que ces études étaient biaisées dans leur structure et leur formulation. Une des études les plus connues est celle de la néerlandaise Hannelou de Vries. Mais leurs études datent des années 30, ils ont des fusils sur l'épaule. Non, elle est récente. Mais ils montrent quand même, en fait, ils ont une DA bizarre, ils montrent que des photos d'archives. C'est trop bizarre. Elle a suivi 70 jeunes dysphoriques traités par hormonothérapie. L'objectif était de déterminer si leur souffrance s'atténuait et si leur image corporelle s'améliorait, et aussi d'évaluer d'autres aspects de leur bien-être social et psychique. Dans un premier temps, les résultats étaient mitigés. Les bloqueurs de puberté ne guérissent pas la dysphorie. Ils ne font finalement qu'empêcher le corps de se développer davantage dans la direction... Oui, c'est le principe du bloqueur de puberté. Oui, le bloqueur de puberté ne va pas changer ta dysphorie. Oui, parce que tu peux toujours pas... Oui, c'est logique, c'est le principe du bloqueur de puberté. En fait, ils ont besoin de faire des études pour voir que les bloqueurs de puberté ne soignent pas la dysphorie. Oui, c'est l'hormonothérapie qui aide. Toutefois, les problèmes émotionnels et sociaux avaient diminué. Lorsqu'Hannelou de Vries... donc les bloqueurs de puberté qui font que faire une pause sur ta puberté et du coup concrètement t'as le même corps, en fait ça soigne pas la dysphorie vis-à-vis de ton corps, mais ça permet de te tranquilliser vis-à-vis de la société parce que du coup tu vas pas avoir une puberté non désirée sur toi. Ah bon? Ce serait presque comme quoi l'étude prouve la légitimité des bloqueurs de puberté, tiens. Oui. Certains participants... Voire même qu'il faut direct transitionner. Oui, oui. Moi c'est mon avis. Devenus adultes, qui avaient pris des hormones de réassignation sexuelle et subi des opérations, le résultat était clair. Leur souffrance avait nettement régressé, tandis que leur image corporelle et leur santé mentale s'étaient améliorées. Oui. Ce que confirment des études récentes. Je confirme toutes les personnes trans que vous pouvez interroger, mais bon, vous décidez d'interroger des psychiatres et des psychologues. Il y a une méta-analyse datant de 2021 et basée sur 27 études primaires menées sur des personnes transgenres. Elle va dire que les études sont nulles et la méthodologie est nulle et que globalement les trans c'est pas bien. Les transidentifiés. Transidentifiés. On leur a demandé dans quelle mesure elles regrettaient leur transition. L'échantillon de cette méta-analyse comprend près de 8000 personnes ayant subi des opérations de réassignation de genre. Parenthèse, je déteste le terme subir une opération. Bref. Seuls 1% d'entre elles regrettent leur transition. Si beaucoup de ces personnes avaient pris la mauvaise décision,
On pourrait s'attendre à davantage de regrets de leur part. Vous voyez pourquoi il y a une controverse aujourd'hui, c'est parce que c'est étude contre étude. Vous donnez une étude, moi je peux vous en donner une autre. Moi je peux vous donner une étude où on a demandé à des transphobes si les trans c'était pas bien et ils sont tous d'accord que c'est pas bien. Moi j'ai trouvé une étude, on a demandé à des parents transphobes si leur enfant avait subi une contamination du lobby trans, et leurs enfants ils ont subi une contamination du lobby trans. Et du coup l'étude elle prouve que le lobby trans il contamine les enfants. Voilà, donc c'est étude contre étude. 1%. 1%, c'est un chiffre qui est brandi souvent par les militants, par les personnes des associations qui sont en faveur de la transition des jeunes. À chaque fois, il est en mode « Vos chiffres, je les aime pas parce qu'ils sont utilisés par les gens qui disent que les trans, ça va, c'est chill. Et je les aime pas parce que c'est pas chill, les trans. » Elle a pas un gosse trans par hasard, elle. Moi, j'ai envie de trouver l'origine de sa transphobie. Ah ouais. On va lui faire une psychanalyse à elle. Oui, j'ai envie de la psychanalyser, je suis d'accord. Les gens qui décident de prendre des hormones à vie, de subir de lourdes opérations, ne font pas ces choix. Subir de lourdes opérations, ça va, on m'a juste enlevé les seins, tranquille. C'était pas si lourd en plus, j'avais un petit bonnet à... Après l'opération, t'avais l'air d'un Gaulmont un peu. Moi, j'ai pas eu si mal. Après, maintenant, t'es tendu de la peau, là. Oui, j'ai encore un peu tendu de la peau, mais tant mieux. Mieux vaut ça qu'avoir un surplus de peau. Oui. Parce que la peau c'est élastique, donc au pire. Oui, elle va s'élasticiser. Ah oui. Et en plus, ces personnes sont très stigmatisées. C'est donc contraignant à tous les niveaux. Est-ce que ce sont des interventions importantes? Oui. Donc les personnes concernées réfléchissent très longtemps avant de se lancer là-dedans. Et parfois, tu réfléchis pas très longtemps et tu sais instinctivement que c'est pour toi, tu vois. En vrai, la raison pour laquelle on réfléchit longtemps, c'est parce qu'on nous empêche de nous poser la question plus tôt aussi, bref. Il faut dire que ce traitement entraîne de nombreux changements. Dans le cas de Robin, par exemple, la prise d'estrogène lui a fait perdre de la force musculaire, sans parler des effets indésirables temporaires. Alors attention, on parie combien qu'elle va citer des effets indésirables qui sont en fait les effets désirés. Genre, oh, les oestrogènes lui ont fait perdre de la masse musculaire. Oui, c'est ce que font les hormones sexuelles. Tant mieux. Mais après, est-ce que les trans dans le sport, c'est genre, à chaque fois ils disent, regardez l'estrogène, ça vous fait perdre de la masse musculaire, mais par contre vous n'avez pas le droit de faire du sport parce que vous avez des muscles. En mode, bah non, du coup on en perd ou on les garde, je faudrait savoir. La semaine suivante, je passais mon bac et on m'a dit qu'au début, je risquais d'avoir du mal à me concentrer et que mes performances pourraient être réduites à cause du changement physique. C'est quoi? C'est qu'elle prend des hormones féminisantes, du coup elle va être conne? Et du coup elle peut pas passer son bac? Cette théorie me plaît, donc j'y crois. C'est donc ça l'avantage inégal des femmes trans. Elle est devenue blonde. Ah ouais, c'est ça. Hein. Mais ça m'était égal. J'ai quand même commencé à prendre les hormones tout de suite. Le risque de stérilité n'effraie pas non plus Robin, Aliena et Maya, qui ne... Attends, du coup, ils ont dit les effets indésirables temporaires, c'est que tu vas avoir une puberté, et du coup, peut-être que tu vas être un peu fatigué par ta puberté? Oui. Fatigué et fatigante. C'est le principe de... Oui, Oui. Souhaite pas avoir d'enfants plus tard. Si c'était le cas, toutes seraient heureuses de se tourner vers l'adoption. Il semble que les risques paraissent moins graves quand le désir de transition est aussi important que chez ces trois jeunes personnes. Trois jeunes personnes, pas ces trois jeunes femmes. Hein. Surtout pas des jeunes femmes. Hein. Ah ouais, hein. Chez les enfants où la dysphorie est clairement présente, si un diagnostic a été établi de manière appropriée, les bloqueurs de puberté pourraient être un outil envisageable pour prendre... Donc si les enfants ils sont au bord du suicide, que les médecins ils disent ok, que t'as 10 médecins qui disent ok, éventuellement peut-être on peut faire une pause sur leur puberté pour voir s'ils sont vraiment sûrs qu'ils veulent se flinguer. C'est genre, ça renforce encore une fois l'autorité médicale, quoi. C'est vraiment en mode, faut encore donner des preuves et des gages supplémentaires de... Non, au pire, en fait, parce que il y a la dysphorie, et en fait, l'euphorie de genre, c'est quoi? C'est juste, t'es dans ton genre revendiqué, je sais pas, tu te coupes les cheveux, t'es un petit garçon trans, tu te coupes les cheveux et t'es content, t'es juste heureux. Bah ça c'est une preuve aussi très très claire de la transidentité. Sauf que les gens ils ont besoin de la souffrance, alors qu'en fait une grande partie de notre transition c'est aussi l'euphorie, c'est aussi le bonheur d'être dans un corps agréable, de se retrouver, enfin tu vois, genre c'est aussi beaucoup de bonheur la transition. Et en fait à force de le traiter sous l'angle de la souffrance, alors super ça rassure les parents et les médecins, mais désolé ça devrait pas être rassurant de devoir attendre que ton enfant ait envie de se flinguer en fait. Ça a un effet aussi sur la communauté, où tu vois que beaucoup de l'expression de la transidentité publique et militante n'est que sous l'angle de la souffrance aussi. Bah ouais, de fond. Mais parce que t'as pas le droit d'exprimer un bonheur. On a appris aux personnes trans de
de ne se légitimer qu'à travers la souffrance et parce que la quand t'es trans, transphobie et la dysphorie et le truc, quoi. Mais parce que quand t'es trans, c'est soit un aliéné, soit un pervers. Donc autant être un aliéné, comme ça les gens ils te plaignent, que d'être un pervers, sinon les gens ils te considèrent comme dangereux, ils te détestent et ils te font du mal, tu vois. Donc t'as aussi, en fait, t'es toujours dans ces deux choix impossibles, quoi. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre les arguments. Ah, ok. En fin de compte, ces nouvelles lignes directrices garantissent ce qu'on souhaite tous. Ok, donc ça va, il a une conclusion pro-trans. Il est en mode, bon, quand même, les anti-trans, ils forcent, ils veulent rien écouter, alors que les pro-trans, ils sont d'accord de faire plein de psychothérapie pour être sûr que les enfants, ils veulent se flinguer. Donc ça va. À savoir qu'on puisse appliquer systématiquement le traitement qui promet la meilleure prise en charge de la souffrance individuelle dans un cas donné, en fonction des connaissances scientifiques. Et personne ne peut vraiment s'opposer à ça. Ça va, franchement, pour un truc Arte Allemagne, il a quand même une conclusion, bon quand même, les anti-trans vous forcez, en même temps il a demandé à Céline Masson, s'il te plaît. Mais ouais, bon en tout cas, pas mal, mais encore une fois, tu vois vraiment la frustration, mais en même temps, on est obligé de passer encore par le discours de la souffrance pour se faire accepter et pour dire, regardez, les médecins ils sont d'accord avec nous. Ben en fait, il y a quelques années, les médecins ils étaient pas d'accord avec nous, mais ça faisait pas qu'on avait moins raison en fait, genre c'est... Enfin, je sais pas, c'est... Après, bon, je suis un peu rassuré que la conclusion soit quand même plutôt du côté pro-trans, même si, pour ça, il a quand même fallu... Mais après, je me demande si, en faisant le documentaire, ils se sont pas dit « Oh, vas-y, on va interroger les deux pour voir quels sont les arguments ». Ils se sont vraiment rendus compte que, bah, en fait, non, les anti-trans, c'est vraiment des starbés, quoi. Ils sont en mode « Oh, bah, ils ont qu'à crever, quoi ». Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez appris des trucs. Bisous les gens, bisous, bisous. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.